sûr, avec la grande famille, comme au quotidien. Ensemble, nous tentons de mieux comprendre le Cameroun et de mieux le reconstruire à travers les réalités connues aujourd'hui et celles qui gravitent autour de la République. Le Cameroun connaît-il véritablement des questions liées à la Déclaration universelle des droits de l'homme? En ce qui concerne les manifestations publiques aujourd'hui, peut-on, au regard des événements en date au Cameroun depuis 2018, dire que les manifestations publiques sont bien sûr reconnues, autorisées au Cameroun, respectant la Déclaration des droits universels, la Déclaration universelle justement des droits de l'homme? Est-ce qu'on va dire justement que les Camerounais aujourd'hui comprennent cette réalité? Ont-ils le droit de manifester ou pas? Devrait-on rester uniquement calqué sur la Constitution camerounaise qui, vous le savez, est en dessous de ces dispositions légales internationales? Madame, Monsieur, comment l'appréciez-vous aujourd'hui, vous Camerounais, et quel regard jetez-vous sur l'avenir du Cameroun qui nous concerne ensemble? Nous devions, comme on aime à le dire sur ce plateau, le reconstruire avec vous et ensemble on le refera. La grande équipe est là. Charles Bachou, Karine Sontia, Bonbon Bengan Kandji et Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission jusqu'à 12h. Madame, Messieurs, nous allons vous accompagner. Et comme je vous ai dit, bonjour à Bonbon Bengan Kandji qui est avec nous ce matin. Bonbon, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Ça ne fait pas encore grand bruit, mais pour un fait c'en est un. Le RDPC a procédé à des sanctions internes. Faudrait-il voir en cela une discipline interne du parti qui va amener ses camarades à bien se ranger, à bien se positionner? Faut-il voir à cela le règlement de compte de certaines personnes pour éviter d'avoir au sein du RDPC des factions comme on a eu le mouvement de progressistes ou des modernistes? Veut-on amener le RDPC à la pensée unique? On n'en sait rien. Pour le moment, en tenons-nous à la discipline interne du parti. Mais l'avenir nous dira. L'avenir nous dira, bon, Bengan Kandji, mais c'est un sujet en ce moment qui est très en débat dans les arcanes du RDPC aujourd'hui. Qui sont ceux qui sont sanctionnés? Pourquoi sont-ils sanctionnés? Comment comprendre cette commission Moussongue qui a décidé de ces sanctions sur ses camarades du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Comment l'expliquer aujourd'hui? Certainement, on en reparlera aujourd'hui ou encore dans les jours à venir sur cette question et ces documents qui font aujourd'hui l'atout des réseaux, le tout, bien sûr, le tout des réseaux sociaux. Charles Bachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Deux poids, deux mesures, peut être le titre d'un film qui se tourne au sein de la préfectorale. Alors qu'on a prolongé le mandat des préfets, ce qui devait aller en retraite jusqu'en 2022 pour les uns, il s'avère que les sous-préfets n'ont pas eu cette chance. Mais comment comprendre que les sous-préfets qu'on venait de nommer il y a à peine 2 mois, ils ont commencé avec les différentes tournées, qu'on se retrouve encore, après décision du chef de l'État, un décret à les affecter, réaffecter. En conséquence, ceux qui ont été affectés, par exemple, prenons le cas de celui de Sanchou, ça fait 2 mois, ils se retrouvent affectés étrangement du côté de Bengbis. Pendant ce temps, le sous-préfet, entre guillemets, assassin, se retrouve lui appelé à d'autres fonctions. Étrange pour une préfectorale qui se voudrait sérieuse. Était-ce les élections régionales qu'on prépare à grande pompe? Telles encore et d'autres questions qu'on se pose. Sont-ils en mission, seront-ils en mission pour véritablement bastonner ceux qui, malheureusement, pourront se retrouver dans la rue ou pas? Question de manifester. Quelle est la réelle importance de ces nominations que nous avions eues hier soir aux 17h avec ces sous-préfets et préfets des sous-préfets qui ont justement connu des mouvements? Et Charles Bachou, vous l'avez très bien dit, la question de Lydiane Taba et ce sous-préfet qui l'aurait assassiné aujourd'hui continue encore de faire débat puisqu'il a simplement été appelé à d'autres fonctions. Voilà, on va bien comprendre, les Camerounais resteront vigilants, ouvriront les yeux sur ce sous-préfet. Où ira-t-il? Qu'est-ce qu'il fera? Où se trouve-t-il en ce moment? Va-t-on l'abandonner ou pas? Les Camerounais devraient-ils rester muets sur sa question véritablement ou pas? Posons-nous des bonnes questions. Karine Sontia, bonjour à vous. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Les manifestants, les commerçants du marché Dakar ont manifesté hier à la mairie de la ville de Douala, réclamant la réouverture de la boutique du président de leur marché qui a été scellée par la police municipale.
Un sujet qui fait tourner et qui fait parler plein de Doualais aujourd'hui. Mais on va quand même dire au-delà, Karine Santia, qu'il y a le jeune Gassam Hervé, finalement, qui était libéré hier et qui pourra comparaître libre désormais, même s'il est encore condamné, parce qu'il faut préciser, enfin, du moins, il est encore sous le poids d'une poursuite judiciaire, sans pour autant être libre. C'est un sujet également qui interpelle plein de Camerounais aujourd'hui. Madame, monsieur, vous le savez, le Cameroun, comme on aime à le dire, nous appartient et ensemble, on doit absolument le reconstruire. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour à vous. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Et comme tous les Camerounais, nous sommes heureux de savoir que ce jeune garçon est désormais en liberté. Oui. Et on attend également que les autres incarcérés pour la même histoire soient également libérés. Notamment l'enseignant et de lyrique, parce que, non pas lyrique, de Polytech. Oui, des Polytech. L'étudiant de Polytech également, qui était répétiteur, qui se retrouve dans cette... Moins cas à Melon. Voilà, donc ils ne sont pas seuls, il y a toute une cohorte de personnes autour. Voilà, donc pour cette première étape, on est heureux avec la maman de cet enfant. On est triste ce matin pour cette jeune femme qui a perdu la vie au niveau de l'échangeur d'un van, oui, à cause d'un camion qui, selon nos textes, ne devrait pas circuler à ces heures de la journée. À côté de ça, on ne peut souhaiter que félicitations à c'est le sous-préfet qui a été muté, appelé à d'autres fonctions. Vous savez comment votre pays fonctionne. On fait quelque chose de mal, on est récompensé. Mais les Camerounais ne le lâcheront jamais. Ils n'en feront rien du tout, Michel. Non, les Camerounais ne le lâcheront jamais. Vous pouvez en être sûr aujourd'hui. Ils ne feront rien du tout. Les Camerounais resteront très vigilants et vous pouvez être sûr, les Camerounais ne le lâcheront jamais. Merci à vous, madame, monsieur. Vous connaissez les plateformes 10-12 le Zénith, c'est sur Facebook ou encore Equinox TV. Allez rapidement, laissez vos commentaires sur les sujets qui seront en débat sur ce plateau et qui vont graviter. Attention à vous, l'histoire du jour vous interpelle tout comme nous, Dominique Audrey. Nous restons suspendus encore à vos lèvres. L'histoire de ce matin, c'est une histoire de famille. Dans cette histoire, on retrouve la polygamie, on retrouve des entreprises, on retrouve énormément d'enfants, beaucoup de femmes et une sœur. Malheureusement, cette histoire est triste parce que le fondateur de cette famille, le pilier de cette famille est décédé il y a quelques années. Et de son vivant, il a bâti une entreprise qui était une société de transport. Et cette société-là, il a légué à ses 15 enfants qu'il a eus après 4 mariages. Donc c'était un polygame avec 4 femmes et 15 enfants. De son vivant, il a toujours été très proche de sa petite sœur. Et sa petite sœur était, comme on dit chez nous, son ventre. Elle savait tout de lui. Et ils étaient tellement proches au point où elle était la personne qui gardait les papiers de tous ses biens. Imaginez un peu, vous avez maison, voiture, terrain, machin, ceci. C'est votre sœur qui détenait ces papiers-là. À sa mort, la sœur détentrice des biens, des documents portant attestation des biens de son frère, ne les a plus remis à sa famille. Aujourd'hui, ces enfants qui nous écrivent disent que les derniers, les cadets, on n'a plus la possibilité de les envoyer à l'école parce que les avoirs du père sont gelés en banque. En banque, on leur demande les documents pour pouvoir leur donner un quelconque sou. Toutes les tentatives pour réunir les conseils de famille sont vains parce que leur tante fait blocage. Il n'y a pas moyen, les enfants sont divisés. Il y a une sorte de scission. Pourtant, du vivant de leur père, ils s'entendaient bien. Les femmes également sont divisées parce que leur tante est une manipulatrice et joue avec les cerveaux de tout le monde. Conséquence, aujourd'hui, ils sont là. Ils aimeraient savoir comment récupérer les avoirs de leur père des mains de leur tante qui a tout refait à son nom aujourd'hui. Très bien. Histoire compliquée, madame, monsieur, pour vous qui nous regardez. Il est quand même fort de le savoir que l'on soit petite sœur justement d'un individu ou d'un citoyen et que l'on garde bien sûr les biens de ce citoyen. Une fois son décès, vous ignorez carrément, vous madame, que celui-ci a des enfants, 15 enfants au compteur. Et entre-temps, tout ce qui vous a laissé comme paperasse, justifiant l'existence de ces biens, vous prenez sur vous justement de changer ceci en vos noms et désormais vous confisquez les biens de votre frère aîné, abandonnant de fait les enfants. Ils sont à la merci justement du monde, des traquenards. Et vous le savez comment ça se passe. Vous, Camerounais, comment réagirez-vous? Comment appréciez-vous justement cette histoire de ce matin? Devrez-vous rester muet
Est-ce qu'on peut faire confiance ici à la justice camerounaise qui peut s'en saisir réellement et tout faire pour amener cette femme à la raison? Que font-ils les membres de ces familles pour un conseil régional, pour un conseil familial exemplaire? Votre analyse, votre point de vue nous interpelle. Maman Bengan Kanje, vous êtes aussi chef traditionnel, vous êtes autorité traditionnelle, vous conseillez ces problèmes en permanence. Votre frère, vous décédez, votre soeur vient prendre vos biens, elle s'en accapare, finalement, vous n'avez plus de pouvoir pour vos enfants. Finalement, les biens appartiennent à qui? À la famille de l'homme ou aux enfants, après son décès? Non, mais est-ce qu'on sait d'abord comment il a bâti cet empire? On ne savait pas si c'était l'association de la famille qui a cotisé et tout. Maintenant, quand vous voyez les biens matériels et les bénédictions, vous les mettez dans quel cadre? Quand un enfant commence à réussir, toute la famille bénit, les tantes qui n'ont même pas eu d'enfant, lui apportent des bénédictions, vous mettez ça sur quel chapitre? Non, ce n'est pas pour apporter la polémique. Non, le problème, justement, c'est que ces enfants étaient loin de leur papa. Sûrement leur maman aussi. Sûrement leur maman aussi. C'est pour ça que lorsque vous voyez un investisseur avec sa sœur, il lui dit c'est son ventre, ça existe. Et j'allais dire, c'est d'ailleurs la formule, je pourrais dire, la mieux consacrée. Mais est-ce que du vivant de leur papa et de leur tante, cette tante les empêchait de s'approcher de leur papa? Là, ils ne nous disent pas. Qu'est-ce qui fait que papa ait fait confiance à sa sœur et moins à ses femmes? Justement, on ne nous dit pas comment ces 4 femmes étaient encadrées. Parce qu'il peut aussi arriver que c'est cette femme que le grand frère envoyait pour donner à chaque femme à la fin du mois. Je ne sais pas comment ça se passait. Ça, on ne nous dit pas. Justement, nous sommes donc en face d'une famille, des enfants qui voient la richesse de papa et ils veulent qu'on partage. C'est ce que vous appelez souvent jugement d'hérédité. Le papa, non, il n'a même pas laissé un testament. Ou alors s'il a laissé un testament, on ne sait même pas. Il a laissé un testament, n'est-ce pas? Sa sœur s'en est accaparée, n'est-ce pas? Voilà le genre de situation qu'on vit toujours. Autre chose, il parle de conseil de famille. Ce n'est pas la tante qui est le chef de famille. Si papa n'est pas là, du vivant de papa, la famille était organisée comment? Est-ce que c'est papa qui était en même temps chef de famille? Parce que papa peut bien être un opérateur économique glorieux, prestigieux, ce que vous voulez, et lui aussi avoir un chef de famille. Ce n'est pas le fait d'être un milliardaire qui veut dire que vous êtes chef de famille. Est-ce que papa était, en plus qu'il était opérateur économique, c'était le chef de famille? Ça, l'histoire ne nous dit pas. Oui, mais, donc, s'il y avait un autre chef de famille... Mais dans la préparation justement de l'émission, bon, Bengan, avec celui qui nous a renvoyé l'histoire, des questions qui lui ont été posées, c'est que papa était une autorité familiale, c'est vrai. Mais non, on se pose quand même la question, qu'est-ce qui peut justifier l'attitude de la tante à confisquer les biens de son grand frère? Parce que les enfants ne veulent pas. Et ignorant de fait justement l'existence des enfants. Ça veut dire qu'il y a des migrants qui a géré le deuil de papa. Parce qu'on dit conseil de famille, ces choses-là... Et des migrants à quel niveau? Vous croyez que même la famille... Les enfants, j'ai l'impression qu'ils posent mal le problème. C'est pour ça que je viens. S'ils avaient bien posé le problème, on n'en serait pas là. Mais les enfants vous disent aujourd'hui que papa était enterré normalement dans toute sa dignité. Non, que veut dire normalement? Ça veut dire qu'on a la tombe à les marbres. C'est ça normalement? Ça veut dire qu'on a acheté un cercueil de 10 millions. C'est ça enterré normalement? Qui a géré le deuil de papa? Comment la famille s'est mobilisée pour la gestion du deuil, qui était le chef de... C'est ça, ces choses. C'est des petites choses, ça paraît petit, mais c'est ça qui détermine le reste. Mais l'histoire, parce que, en réalité, les veuves doivent même présenter un certificat de non-remariage. Mais l'histoire, Bengan, l'histoire justement nous dit que la dite tante est une manipulatrice hors pair. Non, elle peut avoir justement la possibilité justement de manipuler les membres de famille, les femmes également qu'il a laissées, au point justement où ils n'entendent plus la voix des enfants qu'il a laissés, mais plutôt la voix de la tante qui s'est accaparée des richesses de son grand frère. C'est possible, mais ces choses-là, ça ne vous surprend pas. Mais qu'est-ce qu'on fait donc pour en sortir? On fait comment? On va toujours chercher à organiser un conseil de famille. C'est pour qui est le chef de famille?
c'est ce chef de famille-là, justement, qui va faire en sorte, qui va réunir les enfants et les veuves, parce que la petite sœur de papa, manipulatrice comme elle est, parce qu'elle est restée avec le portefeuille de papa, et la chef de famille va donc organiser, et sur la base de ce procès verbal, ils saisissent les tribunaux. Parce que si moi, dans ma famille, si un problème arrive, je le règle en 9 jours. En 9 jours, je n'ai même pas envie d'avoir les tribunaux. Donc, je vais chercher le chef de famille, j'aurai besoin d'un procès verbal de conseil de famille, ça me suffit. Ça me suffit pour régler le problème. Oui, mais en même temps, maintenant, si les membres des familles ne s'accordent pas à se mettre ensemble pour échanger avec vous, pour échanger avec les enfants, vous trouvez également qu'il n'y a pas un problème là? Ça vient de la manipulation de la femme? En principe. Ah non, ça veut dire que justement les enfants n'étaient pas proches de leur papa. Très bien. Parce que papa peut dire, ma soeur est là parce que, comme vous voyez votre maman qui est là, voilà la situation. Elle n'est peut-être pas liée en mariage. Dans la famille, papa nous avait dit que donc votre grand-père a laissé cette fille-là pour ne pas aller en mariage, pour porter la famille. Donc, si je ne suis pas là demain, voici les orientations. Mais si vous ne savez pas ça, vous pensez que vous pouvez aller devant les juridictions. Mais quand vous décédez justement et que la sœur, vous décédez et la sœur justement reste détournée justement les orientations que vous avez laissées. Vous faites quoi justement? Les enfants, vous faites quoi? Non, mais les enfants, c'est les ayants droit. Ça veut donc dire que les comptes, comme il a dit, seront bloqués à vie. Oui, parce que même en justice. C'est assise sur les documents. Oui, tentons de nous comprendre. Comment ils ne parviennent pas à débloquer la situation en famille? Moi aussi, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Ça veut dire que quand je gérais le deuil, qui a géré le deuil de papa? Mais bon, Benga, est-ce que c'est l'administration? Parce qu'en réalité, il faut gérer le deuil, c'est une chose. L'administration est une autre chose. Il faut un conseil de famille. Si vous avez une tante qui a pris sur elle de s'asseoir sur les biens de son frère aîné, en réalité, parce que tel que l'histoire justement nous a été racontée, Dominique, et puis on a pris le temps de mieux la comprendre, ça semble quand même, c'est assez compliqué. Dominique Audrey, votre point de vue? Ce que je pense, c'est que, je l'ai déjà dit ici, à un moment, il faut pouvoir faire abstraction des biens matériels. Oui, votre père a eu une entreprise, des boulangeries, des hôtels et autres. Mais maintenant, vous vous rendez compte qu'en face, il y a des personnes qui vous empêchent délibérément d'avoir accès à ce à quoi votre père a travaillé, mais vous le laissez. Vous travaillez pour vous-même. Et je le dis souvent, le meilleur héritage. C'est pas un peu trop facile de le dire? Non, c'est pas facile. Je sais de quoi je parle, Michel. D'accord. Le meilleur héritage qu'un parent peut léguer, peut donner à son enfant, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs. Vous pouvez avoir 40 immeubles et les 40 immeubles s'écroulent. Si vous avez une éducation de merde, ça ne vous servira à rien. Vous pouvez avoir 40 immeubles qui s'écroulent. Et vous avez appris dans votre enfance, ou bien vos parents vous ont appris que le matin, vous devez vous lever et vous allez travailler pour avoir votre pain quotidien. Malgré l'écroulement de vos immeubles, vous recommencez, vous vous reconstruisez. C'est le plus important. Vraiment, les voitures, oui, c'est bien, c'est beau. On ne va pas dire que personne n'a envie d'être bien, de rouler carrosse. Mais maintenant, il faut regarder un peu plus loin. Quand on a fini d'avoir ces biens, qu'est-ce qu'on veut? Rien du tout. Les valeurs doivent être intrinsèques et non la valeur sur ce qu'on a en termes de matériel. Donc, si vous avez votre tante qui vous empêche d'avoir les maisons ou bien les camions et les bus que votre père a acquis, mais vous la laissez avec. L'important aujourd'hui, c'est de trouver une solution pour savoir comment est-ce que vos petits frères vont faire pour aller à l'école. C'est ça le challenge. C'était le challenge aujourd'hui parce que... Oui. Mais non, on va laisser les biens de papa on va abandonner les biens de papa à laisser. Oui. On a besoin justement de ressources pour pouvoir accompagner les cadets dans leur instruction. Oui, Michel. Alors, quand on abandonne, on fait quoi? Comment ils font pour vivre? Un homme qui a eu 4 femmes et qui a 15 enfants, ça veut dire qu'il y a au moins un enfant qui a 30 ans parmi ces enfants-là. Oui. Et ça veut dire qu'il doit prendre en charge les 14 autres. Qu'il essaye. Il n'est pas seul, Michel. On a vu des familles où les parents n'avaient même rien. Ils étaient 12 et ils s'en sont sortis. En justice, on leur a dit ramener les documents. Et sur les documents, aujourd'hui, c'est sa tante qui est la propriétaire. Vous pensez qu'ils vont faire quoi?
ils ne feront plus rien du tout. Non, mais est-ce que Donc, c'est pas ils trop facile? Parce essayent- qu'il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de Sauf vertu. s'ils utilisent la Sans sorcellerie maintenant pour prendre ça. Ah, Oui. vous y croyez-vous? Non. Mais maintenant, parce que s'ils Mais vont si sur c'est le papa plan qui a légal- légué à ses petites Non, sœurs, non. comment- Et on il ne n'a sait pas pas légué, encore mais bon, si bon. c'est- Dans Je l'histoire, peux papa n'a pas prendre les légué. documents de mon terrain, je dis comme bon, On le pardon, falsifie. garde-moi ça. Garde-moi ça. Je ne veux pas garder ça chez moi, à ma maison, il y a les inondations chez moi, je ne veux pas que ça se gâte ou bien je ne veux pas que ça se perde. Je ne veux pas qu'une de mes femmes tombe dessus, de peur que ça ne divise les enfants. Donc ma soeur, garde ça. Le moment où mes enfants seront grands, tu le leur remets. Et ça démontre encore à suffisance que dans notre entourage, on a des personnes qui adorent la facilité. Voilà une femme qui a passé le temps à être envieuse de ce que son frère a eu, envieuse de la place des femmes de son frère. Parce qu'elle se dit, mais attendez, ces femmes sont venues là, elles vont manger l'argent de mon frère, ses enfants vont manger l'argent de mon frère, et moi, je gagne quoi là-dedans? Donc, c'est une mauvaise personne foncièrement. Et des personnes, lorsque vous vous rendez compte que dans votre entourage, vous avez une personne qui est essentiellement mauvaise et acariâtre, vous savez comment vivre avec cette personne-là. Donc, pour moi, aujourd'hui, le combat est perdu d'avance, puisque vous n'avez aucun document. Vraiment, c'est difficile. Vos mamans ont besoin de vie, elles ont besoin d'encadrement. Mais vous êtes 15, ça veut dire que ça fait 30 bras. Et avec 30 bras, vous pouvez vous en sortir. Aujourd'hui, je suis peut-être contre la polygamie, mais lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on est des frères, on doit pouvoir s'entendre au-delà de certaines divergences entre nos mamans. Parce que la tante peut également diviser les enfants. Ils sont divisés, malheureusement. Ils sont divisés. Et c'est là qu'elle gagne, parce que la première guerre, la guerre d'abord est mentale. Lorsque votre mental a été atteint, vous ne pouvez plus rien, même si vous avez tous les chars du monde. Vous ne pourrez plus rien. Mais il peut aussi y avoir des durs parmi. Alors, Karine Santia, est-ce qu'on va dire justement qu'une tante comme celle-là peut avoir une quiétude morale, à savoir que ses neveux et ses nièces sont dans la rue pendant qu'elle confisque bien sûr les biens de son frère aîné à elle après son décès? Non. Il y a eu des tantes, nous venons tous des airs différents. Il y a eu des tantes qui ont même trompé leurs frères, même dans des réunions mystiques. Dans des réunions mystiques? J'ai dit oui. Comment vous savez ça? Ça dit qu'elle part avec vous, votre frère, elle va avec son frère. Arrivé, quand vous cotisez, c'est elle qui mange. Ça dit que les biens vont chez elle. Tout ce que vous allez cotiser avec vos enfants et autres. Maintenant, je le dis, je ne suis pas dans une réunion municipale, je le dis en fonction de ce que j'ai déjà eu comme histoire aussi. Très bien, des retours que vous comptez. Voilà. Ouais. Ce qui se passe dans cette histoire, c'est le premier, je vais commencer par où Dominique a chuté, la division entre les enfants. Quand vous réussissez à être divisé, n'importe qui peut jouer la balle, je ne sais pas, on appelle ça le dorchi avec vous. Dans vos têtes. Oui, parce que vous n'êtes pas unis. Et donc, ça laisse le passage à tout le monde. Il ne faut pas qu'on laisse croire aux gens que parce que vous êtes de mamans différentes, vous ne pouvez pas vous entendre. Ce n'est pas normal, ce n'est pas vrai. Parce que vous êtes de mamans différentes, vous pouvez avoir des éducations différentes, mais au moins vous entendre parce que vous avez le même papa. C'est le plus important. Parce que si vous entendez sur ce fait-là, vous allez vous entendre sur le fait qu'elle va rester avec. Sa conscience va la juger. Le jour où elle sentira que ça ne peut pas marcher comme ça, elle va revenir remettre. Ou alors vous allez vous entendre sur le fait que, comme on s'est déjà entendu, comme on est ensemble, on peut maintenant faire front ensemble contre elle. Parce que si vous y allez de manière individuelle, mais c'est avec une cuillerée qu'elle vous ramasse et puis elle jette chacun de son côté. Mais quand vous allez ensemble, vous faites bloc. Elle n'aura pas l'occasion de passer. Et cette tante-là a réussi parce que pendant toute la vie de son frère, elle a été la confidente de son frère. Je sens même que son frère venait lui dire que maintenant, ma première femme-là, elle me torture. Ma deuxième femme-là, vraiment. Ma troisième femme-là, je n'arrive plus à respirer. Ma quatrième femme-là, vraiment. Elle s'assoit, elle prend tout ce que son frère lui a donné comme en tant que gardienne de ses biens. Il y a des sœurs comme ça qui sont le ventre de leur frère. Et elle s'assoit dessus. Elle aussi, elle a les enfants. Peut-être qu'elle est même mariée. Mais je n'en sais rien. Donc l'histoire nous dit qu'elle est mariée. Voilà, peut-être elle est mariée. Elle a un mari qui a des enfants. Et donc, elle pourrait être victime de ça demain. Donc, ça pourrait être aussi une décision de dire, ok, on te laisse avec. Le karma te suivra et tu ne feras rien de cet argent. Parce que vous ne pouvez pas avoir les enfants de quelqu'un qui souffre.
Vous savez ce que vous pouvez faire pour solutionner leurs problèmes. Et vous restez assis avec les biens de ces personnes. C'est vrai que l'homme doit être capable de se faire tout seul. Mais je vous dis, les empires qui sont dans le monde, qui gouvernent le monde, ont été des empires bâtis par une seule personne. Il dit une seule personne. Quelqu'un s'est assis, il a dit, je bâtis ceci. Et après, les enfants sont venus, même comme ils bagarrent souvent pour l'héritage, ils sont venus et ils ont remonté l'empire et ont donné du sens à l'empire. Donc, moi, je ne suis pas trop de ceux qui disent qu'il faut abandonner, il faut ci, il faut ça. Il faut se battre pour ce qui vous revient de droit. Donc, ces enfants devraient se battre pour ce Oui, qui leur revient de droit en tant que bien de leur papa. Maintenant, face à la justice, ils n'ont pas de documents, ils n'ont pas de preuves et tout, c'est délicat. Maintenant, je suis sûre que dans cette famille aussi, il y a des oncles qui disent que si vous ne me donnez pas 20 000, je ne viens pas à la réunion là. Si vous ne me donnez pas 50 000, je ne viens pas à la réunion là. Ou bien elle leur donne, parce que ça fait le jeu de tout le monde. Donc c'est un jeu trouble dans lequel ces enfants sont enfermés. Et vous savez que les personnes qui ont réussi dans les familles sont souvent sujettes à ce genre de choses. Quand on voit que leur famille est un peu en désordre, on accentue le désordre et ça n'aide pas. Très bien. Allez, on va peut-être, pour la petite précision, rappeler que cet homme décédé était détenteur d'une agence de voyage bien connue au Cameroun et qui, selon l'histoire qui nous a été rapportée par ses enfants aujourd'hui, qui reste extrêmement grave. La tante en question est bien là, connue ici dans la ville de Douala. Madame, monsieur, comment peut-on comprendre ça? Charles Bachou, il faut de toutes les façons avoir une solution à cette question. Qu'est-ce que ces ayants droit peuvent faire aujourd'hui pour rentrer dans leurs droits, même si on se répète? Si la maison avait brûlé, il devait faire comment? Si la maison qui contenait tous les documents avait brûlé, il devait faire comment? On reconstitue les dossiers. Bien sûr. Il suffit d'avoir les traces, vous reconstituez les dossiers, c'est tout. Pour le bateau ministère des Transports, nous sommes les enfants de tant, nous sommes venus. Ce n'est pas toute la famille qui est divisée, même s'il n'y a que 3 personnes. Vous faites un conseil de famille avec ces 3 personnes, surtout avec les différentes épouses. Vous faites votre conseil de famille, vous repartez, on va vous ressortir les souches. Il y a plein de souches, il a payé, il a ceci, il a inscrit, la structure, il a inscrit l'entreprise et tout. Il y a une méthode pour passer. En passant, le témoin ne vous donne pas de papiers. Il y a quand même des documents qui sont établis par devers certaines autorités de l'administration pour pouvoir le faire. Il y a les signatures qui doivent être reconnues. En cas de contrefaçon, ça c'est attaquable. Monsieur Michel Gachou, si c'est un terrain où il avait construit, il y a quand même les vendeurs, les endroits du vendeur. On reconstitue toujours ces différents documents en cas de litige. Il y a possibilité. Ce n'est pas totalement fermé comme les gens le croient. Est-ce qu'ils ont la possibilité de rassembler assez de fonds pour descendre? Là peut être encore la question. Premier point. Deuxième point, le sorcier dans cette affaire, c'est le mari. C'est tout. C'est l'homme là, c'est lui le sorcier. Laissez l'attendre. C'est lui le sorcier. Dans la polygamie, il y a 2 personnes avec qui on ne joue pas. La première et la dernière femme. La première parce que c'est elle avec qui on a tout construit. La dernière parce que c'est votre échelle. Quand vous commencez à dire rhumatisme, c'est elle qui vous appuie, hôpital. Quand vous commencez à dire oh les pieds chauffent, hôpital, c'est elle. On ne joue pas avec ces 2. Même s'il y a 20 autres au milieu, ce sont des personnes, et ce n'est pas qu'elles sont négligées, qu'elles sont abandonnées, mais celle qui arrive, la dernière, attention, la dernière parfois réussit à renverser la première, c'est un débat, mais elle qui arrive, on l'appelle l'échelle. Si vous voulez l'appui, le mur sur lequel on s'appuie. Parce qu'à ce moment, on dit que vraiment, il faut qu'on masse mes pieds. C'est elle qui est là pour masser la première. La première est déjà fatiguée, épuisée, elle est assise. Elle n'a qu'une seule chose, les honneurs, le respect. Donc, vous allez me dire qu'entre la première et la dernière femme, il n'a pas pu trouver quelqu'un en qui il pouvait se confier? C'est la question. Est-ce qu'il a pris? Ça veut dire que même son acte de naissance, pour aller faire les déclarations et tout, c'était sur ça. Non. Soit les enfants nous racontent des histoires, soit au fond, comme Bamboka dit, ils n'ont pas suffisamment ouvert, ils n'ont pas suffisamment complété l'histoire. Parce qu'il y a des documents, ce qu'on peut donner, c'est des documents sensibles. Peut-être l'agence de transport, ça peut être... Bon, les enfants reconstitués, quand même. Vous avez l'autre chose. De tous les enfants, il y a le premier-né. Le premier-né qui est le petit frère du père. Il veut dire le premier-né qui n'a jamais accompagné son père quelque part. Avec son père, ils n'ont jamais discuté. Il n'a jamais été dans l'un des bureaux de son père. Et son père lui a dit un ensemble de choses. Vous savez, les parents aujourd'hui, même depuis... Ils disaient des secrets aux enfants. Ils disaient des secrets aux enfants. Vous allez voir un père qui dit qu'on ne sait jamais. Si un jour tu apprends que je ne suis pas là,
ou peut-être je ne reviens plus. Ah, on ne sait jamais. Tu vois le sac qui est à côté de mon chevet du lit. Du chevet du lit là. Fais tout et tout, tu gardes le sac là. Avant que les gens n'arrivent. On donnait ce conseil aux enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, on donne le conseil aux enfants. Et qu'est-ce qu'on fait justement des oncles et des tantes qui viennent très souvent non, monsieur vouloir s'accaparer d'abord auprès de ses enfants? Non, je suis d'abord à la maison. Vous allez vous rendre compte que dès que le père tombe, la première chose, on ferme sa chambre. On commence à enlever les choses au salon. Parce que dans l'euphorie du deuil, les pleurs, et il y a les gens qui volent les nappes, il y a des gens qui volent les coussins, il y a des gens qui emportent les pots. Je vous dis, les premiers qui arrivent sur le lieu du deuil rentrent parfois avec des fourchettes en or, avec des vins. Il est mort. Pardon, ouvrez le vin, là on boit. La veuve est couchée en train de pleurer, les gars sont en train de siphonner. Comment ça s'est passé? Et bon, pourquoi bien fait de leur dire comment est-ce qu'on a organisé ces différents obsèques? Les enfants, certainement, il y a des documents, il y a des papiers, il y a des contrats, il y a d'autres des documents à preuve qui ont été gardés dans cette chambre et qui peuvent faire foi. La preuve, notre parent de mourir venait de passer la commande de X, c'est nous qui détenons. Les papiers ne l'avons pas. On rentre au ministère du Commerce, on va à la conservation, il avait tel terrain, on va à la conservation, on va fouiller, on va retrouver. Est-ce que le rôle que joue la tante ou joue la petite soeur du décédé ou du défunt, autant pour moi, est-ce que le rôle qu'elle joue aujourd'hui, c'est un rôle de notaire? Parce que est-ce qu'il n'est pas aussi de bon ton de dire aux hommes, apprenons aussi à faire confiance aux notaires? Je termine par là en disant que vous avez des sœurs qui vont jusqu'à envoûter leurs frères. Oui, Dominique Audrey. Vous avez des sœurs qui vont jusqu'à vous envoûter. Je dis, elles vous envoûtent comme si vous étiez son mari. Pourquoi? Oui, pour avoir tout. Pour avoir tout. Des sœurs qui charment leurs frères. Oui. C'est la raison pour laquelle, j'en connais, je peux vous raconter des histoires, où elle sait que je n'ai pas les possibilités, mon frère a, elle invite le frère, prépare à manger, elle va chez les marabouts, les béninois, elle compose, elle t'amène un truc, tu manges, tu es sous son charme, c'est ce qu'elle te dit que tu fais. C'est ici, elle te dit, on monte, oui. Ah, vous ne savez pas ce que ces hommes qui ont l'argent font. Vous allez vous rendre compte que quand on dit que telle tante est venue déposer la nourriture, il ne mange jamais. Il ne mange jamais. Il ne mange que ce que sa femme a fait. Parce qu'il y a des tantes, il y a des soeurs qui peuvent le faire. Est-ce qu'elle a charmé? Elle avait charmé ce monsieur. Vous savez, il y a des non mais allons-y, Charles, on vous écoute. C'est très important. Si on vous raconte des choses, vous allez croire que les familles... Mais oui, il y a des soeurs qui vont jusqu'à faire en sorte que l'oncle épouse la fille ou fait en sorte que la nièce devienne... Je dis, on traficote les actes de naissance. C'est pour vous dire que les gens... À un moment donné, on franchit le niveau du normal. Oui. Oui, écoutez, je voudrais simplement rajouter à ce que Charlemagne Mbachou est en train de dire, qu'il y a justement une famille connue aujourd'hui où l'un des fils devait être le successeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La tante, c'est-à-dire que la tante du fils, la petite soeur du papa, a pris sur elle de rendre le successeur impuissant. Et jusqu'à aujourd'hui, après ces 50 ans, effectivement, sachant que c'est pas lui qu'elle aurait choisi comme successeur de son grand frère. Monsieur Michel Gadjou, il y a une histoire qui est pendante, alors où je vous parle à Yaoundé, où un monsieur est décédé, c'était un multimilliardaire. Sa sœur, dans tous les actes de naissance, le mettait comme le père de ses enfants. Et ses enfants le mettaient comme le père. Lorsqu'on arrive pour déclarer, elle dit que, le voici, pour chercher son argent, c'était avec moi qui couchait, il a fait les enfants. Oh, c'était faux. Vous vous rendez compte jusqu'où les gens peuvent pousser à la limite pour avoir de l'argent. Donc je crois qu'à un certain moment, la sorcellerie aide, monsieur Michel. Je vous dis à un moment... Les abeilles ont une place. Non, je ne veux pas vous êtes la sorcellerie aide à un certain moment ce genre de situation parfois. Merci beaucoup, il faut faire appel à un bonbon pour taper le tam-tam. Merci. L'histoire de Jérémie. Elle passera toute sa vie à écouter la musique. C'est assez compliqué quand même, madame, monsieur. C'est... Comment vous l'analysez, comment vous l'acceptez? C'est un peu fort ce matin, avec l'histoire de ce matin. Et bien quand même, je le disais à l'instant, il y en a qui souffrent énormément et il faut tout faire pour les aider à sortir de leur souffrance. Les hommes qui ont beaucoup d'argent aussi, et aussi les hommes parfois qui sont un peu faibles devant leur sœur. Bon, les sales garçons comme nous là, c'est un peu compliqué. Ben, nous aimons nos sœurs, on ne peut pas les abandonner. Nous aimons nos sœurs, absolument. Ça, c'est une relation qui ne souffre pas. Dans une famille normale, dans une famille, moi je connais des messieurs,
qui sont décédés, ils avaient tout caché à leurs femmes. Les notaires ont profité, les avocats, les amis même ont profité parce qu'ils disaient qu'il n'a pas confiance en sa femme. Merci beaucoup. C'est des choses qui sont révolues aujourd'hui, c'était pour une certaine époque, c'est révolu aujourd'hui, il faudrait bien évidemment participer. On fait les choses toujours avec 2 témoins. Si vous allez avec votre soeur, vous allez avec votre frère, les 2 doivent être témoins. Comme ça, au moment, il y aura toujours une personne qui sera accompagnée. Si l'un meurt, on verra comment. Monsieur Michel Ngachou, je vais vous dire une chose. On a très peu de temps. Chez nous, les Bantous, on ne fait rien sans caddie. Ouais. Ça veut dire que je t'amène pour te dire, viens, on va voir mon terrain. Je dis, je ne suis pas encore marié, aucune femme n'est au courant. On arrive, je vais dans la source, je puise l'eau, je verse en disant que je vous ai amené voir mon terrain. Celui d'entre vous qui va arracher ce terrain à ma descendance, sans que ce ne soit moi qui lui ai donné, que celui-là, on scelle ça ici aujourd'hui, celui qui consume, même un seul parpaing, sans mon avis et mon accord, même après ma mort, qu'il ne se lève pas. On fait le caddie, ça prend. On n'annule pas ça. Même les voix, même parler simplement, ça marche. Non, on fait avec l'eau. Hein? Il y a quelque chose qui il y a un rituel, il faut un symbole. Oui, il faut un symbole. Très bien. Que ça marche, il faut avoir le pouvoir de la parole. Voilà. Pour que ça marche même dans le débat. Merci beaucoup, Maman Benga. On vous retrouvera certainement tout à l'heure avec les nombreux commentaires de nos téléspectateurs qui sont assez nombreux, qui nous les laissent bien sûr sur les plateformes connues. Bienvenue à vous, madame, messieurs. Dans un instant, Charles Lamé tout à l'heure, il riait. Je ne sais pas pourquoi il riait, mais là déjà, il est en train de rougir. Il rougit parce qu'il est en colère. Ah, vous noircissez. Oh, ben là, comment il peut être noir et rougir après? Bon, d'accord. Allez, madame, monsieur, la colère, c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon de la société de développement de la riziculture dans les plaines de Mbo, dans ce pays. Vraiment, dites-moi pourquoi est-ce que le gouvernement camerounais nous fait ça? Le Cameroun a importé 350 000 tonnes de riz en 2010. 545 000 tonnes de riz en 2011 pour une valeur de 145 milliards de francs CFA. Les importations entre 2015 et 2018 ont été chiffrées à 652,6 milliards de francs CFA, soit en moyenne 163 milliards de francs CFA pour chaque année. Le Cameroun, depuis 2 ans, entre 2018 et 2020, a enregistré un record dans l'importation de riz avec 803 500 tonnes uniquement pour l'année 2019. Au cours de l'année 2019, 10 opérateurs économiques ont importé une cargaison totale de 803 505 tonnes de riz sur le territoire camerounais. Comment comprendre que le Cameroun a dépassé la barre de 800 000 tonnes alors qu'on parle de renforcer depuis 2 ans la production locale? Pourquoi avoir tué l'ensemble des entreprises rizicoles qui aidaient à couvrir la consommation locale? Quel est donc le rôle de toutes ces entreprises mises en place pour la culture du riz dans ce pays? Comment comprendre que le Conseil économique et social, censé conseiller et proposer une politique adéquate au président de la République, se soit transformé en une chambre de gros importateurs dans laquelle on retrouve l'un des plus grands importateurs du Cameroun, du riz? Comment comprendre l'échec de l'ensemble des grands projets surdimensionnés, mal conçus, non rentables, qui sont constamment abandonnés à mi-chemin? Savez-vous que le projet de la Soderim était un projet mort-né dès la naissance? Un projet qui a coûté près de 15 millions de dollars au gouvernement camerounais. Oui, disons 15 millions de dollars parce que ça avait été un financement. Comment comprendre qu'en 1975, le Cameroun produisait 85% de la consommation nationale du riz et qu'en 2007, le Cameroun soit obligé d'importer près de 95%
de ses besoins en riz jusqu'aujourd'hui. Que dire de la Soderim, fermée en 1997, mettant au chômage 1500 paysans abandonnés et plus du milliard de nos francs en l'air. Que s'est-il passé pour que la tendance s'inverse radicalement 23 ans après? Voilà ce qu'est devenu la Soderim en image. Le fait, c'est que la société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua, la société de développement de la riziculture dans la plaine de Mbo, dans la province de l'Ouest, la société de développement de la haute vallée du Noun, dans la province du Nord-Ouest et du Noun, notamment l'Upper Wum Valley Development Authority, et des riziculteurs privés produisaient et commercialisaient normalement le riz. Comment comprendre l'ingérence des organisations internationales dans la politique agricole interne de ce pays? Savez-vous que les problèmes ont commencé lorsque la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont imposé l'ajustement structurel et la libéralisation du commerce au Cameroun? Savez-vous qu'en imposant cela, en imposant leur politique d'ajustement structurel et de libéralisation du commerce, les institutions financières ont contribué à la mort programmée de tous les secteurs, plus particulièrement celui de la production locale du riz et à la privatisation des sociétés. Cette politique a contribué à la mort programmée de la production locale, conduite par une privatisation exacerbée. Il existe 240 000 hectares de surface arable pour la culture du riz au Cameroun, mais à ce jour, seuls quelques hectares sont cultivés. Le reste sont entre les mains des Chinois, Libanais, Français et Américains. Comment comprendre que 23 ans après la cessation des activités de la Soderim, cette entreprise qui était spécialisée dans l'amélioration de la production du riz, son matériel soit utilisé à d'autres fins, les machines aidant une ponte du régime dans ses activités officieuses, que les ruines servent à toute autre chose qu'à la production du riz? Savez-vous qu'à l'heure où l'on parle même les tôles sont en train d'être démontées pour être vendues dans une certaine mesure par les populations riveraines qui meurent de faim? La Soderim est morte du fait de la gloutonnerie sauvage des soi-disant élites, morte de suite d'un investissement prématuré mal conçu, morte des essais incomplets sur le terrain et d'une mauvaise utilisation des maigres ressources à investir. Avant le lancement de la Soderim, avant les études de faisabilité, avant la descente des experts sur le terrain, l'État du Cameroun s'était empressé d'acheter les machines, parmi lesquelles une batteuse, la seule dans la sous-région Afrique qu'on appelait Monstre. Vous pouvez frapper sur tous les moteurs de recherche, vous allez vous rendre compte que le Cameroun a mis la charrue avant les bœufs. Lorsque les experts sont arrivés au Cameroun et qu'ils ont fait une évaluation, ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas parler de l'agriculture mécanisée dans la plaine de Mbo. Mais hélas, le Cameroun s'était déjà avancé. On a tout simplement dit, envoyez l'argent, on va faire des essais. Des essais qui partis pour être faits sur 2 ans. Il n'y a eu qu'une seule récolte l'an. Une seule récolte. L'échec était prononcé, mais étant donné que l'appétit financier était en route, il fallait consommer. Le projet Soderim était déjà mort avant même qu'il n'ait pris naissance. Comment comprendre que le gouvernement ait eu d'abord à dépenser plus de 10 millions de dollars dans le projet Soderim avant de se rendre compte que la riziculture mécanisée dans la plaine de Mbo ne pouvait ni être justifiable sur le plan économique, ni sur le plan financier? Qu'a-t-on fait des 10 millions de dollars US, soit 5 milliards 540 millions prétendument investis? Qu'a-t-on fait des 5 autres millions de dollars qui ont été ajustés sur le projet? Je vous rappelle qu'à ce jour, rien n'a été dit. Pour ceux qui pensent que le fait a commencé au Cameroun en 2010, je peux vous le rassurer, on commençait à faire et à détourner bien avant les années 90. Colère de Charles Amembatchou ce matin, madame, monsieur. N'êtes-vous pas vous aussi en colère à l'entendre parler? N'êtes-vous pas vous aussi en colère en réalisant que le Cameroun semble être mal parti? N'êtes-vous pas vous aussi en colère en entendant parler justement de ces importations, on va dire, à des milliards de francs CFA au courant de l'année? N'êtes-vous pas aussi mécontent de vous rendre compte que nous mangeons du riz qui n'est même pas en réalité cultivé en terre camerounaise, venant de la Malaisie, de l'Inde, des pays d'ailleurs, et pourtant nous avons des compétences locales? N'êtes-vous pas fâché, outré, choqué, perturbé à en réaliser cela? Où va le Cameroun?
Bon Bengan Kandji, c'est une colère exprimée. Le riz semble être l'aliment le plus consommé ces derniers temps au Cameroun, mais réellement, les Camerounais ne sont en rien impliqués dans la culture du riz. Qu'est-ce qui se passe? Non, il s'est passé deux choses. La première chose, c'est que le président, d'abord, ça entre dans le 5e plan quinquennal 81-86. Ahidjo avait pris l'engagement et qui a été interprété comme, j'allais dire, un engagement osé de la part de l'administration française. L'engagement était lequel? Il fallait développer l'agriculture pour contenir l'exode rural. On a procédé par des rafles à Douala pour constituer la ville de Nkonjok dans l'Onkam, où on donnait à certaines personnes, ici, parce que c'est à ce moment que j'attendais pour la première fois divagation nocturne. Donc, on leur donnait un certain nombre de choses, y compris ceux qui sortaient de prison, et c'est comme ça que la ville de Nkonjok a été construite. On te donne 2 hectares, 3 pour te développer. Or, c'était encadré dans un programme qu'on appelait Service civique national de participation au développement. Et l'encadreur, il vit encore, il s'appelle le colonel Édouard Etonde-Koto. De l'autre côté, et là, il voulait donc faire d'une CAM un centre qui devait relier le littoral où appartient l'ONCAM, le centre, la province du centre et la province de l'ouest. Vous entendez parler de Sodenkam, l'opération Bafang Yabassi, l'opération Bafang Konjog, ainsi de suite, ainsi de suite. Il devait donc aller jusqu'à Dikinimeki, même dans le Mbam, les rattacher. D'abord, sur le plan sociologique, il y a des peuples, les Banen notamment, qui sont rattachés, l'Ognanga par Sindoktouna, jusque dans cette zone-là. Il fallait procéder à ces rapprochements, mais également regarder dans quelle mesure la navigation fluviale, parce qu'en fait, le premier port Cameroun, c'est dans l'Onkam. Mais bon, on avait laissé. Donc, il fallait ressortir cela. Mais tout ça, c'était dans l'encadrement des fonds européens de développement. Donc, on avait voulu également que ces Européens qui viennent puissent investir là, mais également dans le nord-ouest. Il y avait un programme également dans le Mboui et le Ndonga Mantoum qu'on avait confié à ces gens. Mais il fallait également, parce qu'Ahidjo a dit qu'il veut associer la Banque islamique de développement dans un certain nombre de projets au Cameroun. Y compris le projet du riz quand même. Oui, il y en avait à Sanchou, de la plaine de Mbo. Il y avait ce projet, comme ça qu'on l'appelait, la plaine de Mbo. C'est ça que parle Charles Label maintenant. Donc, quand les Mi'kmaq commencent, sur le plan politique, ça affecte l'agriculture. Parce que c'est ce qu'on dit souvent, quand on parlait de souveraineté, on dit aux gens que ces pays nous interdisent de subventionner notre agriculture. Il y en a qui vous disent non, mais ils ne sont jamais venus. Malheureusement, c'est ça le problème. Ils ont justement des pions. Voilà, Or, Ahidjo avait dit à la France, laissez-moi faire, si ça me dépasse, je vous appelle. C'était tout le contraire de ce qu'Houphouët-Boigny disait. Houphouët-Boigny a dit, faites chez vous, faites chez nous comme chez vous. De la même manière que Léon Mba et Bongo qui lui a succédé. Or, Ahidjo surfait sur les deux. Et il n'aimait pas trop ça. Maintenant, quand le président Biya arrive, le problème est donc là. Dans le premier gouvernement que Ahidjo conçoit avec lui d'ailleurs, Samuel Bois doit mener ses projets à terme. Les projets laissés par le feu président Ahidjo. C'est pour ça qu'on confie l'agriculture à Samuel Bois. Maintenant, des Mi'kmaq commencent. Le Mitterrand qui pense que le Cameroun est la chasse gardée, il oublie un peu le côté Cameroun, où Paul Biya, il y a des bisbilles avec le président Ahidjo. Est-ce que les officiers du Nord se sont vraiment réunis ou pas? Bon, les Mi'kmaq, il y a une débrouille. Et du coup, ça affecte l'agriculture camerounaise. Ça affecte donc, au point où il procède à un remaniement ministériel un samedi 18 juin 1983. Oui. Il enlève 6 barons du régime, parmi lesquels Samuel Bois qui était à l'agriculture, Aïssi Vodo qui était Minat, Sadou Daoudou qui était aux forces armées, Guillaume Bouélé qui était à l'information de la culture, Amadou Moustapha était à l'urbanisme et de l'habitat, et Téméo Loatanas qui était à la santé. Donc ça perturbe
des choses au point où la question ces projets sont abandonnés. La question de l'agriculture quand même est essentielle. Bon, Bengan, J'ai dit c'est abandonné. Ces projets, c'est-à-dire qui entrent dans la feuille de route, comme disait Charles, c'est abandonné. On a pratiquement abandonné. Vous n'entendrez plus jamais parler. Mais le drame, c'est que ça affecte également le projet de l'agriculture à Magma. À Maga, dans le nord, au point où un baron du régime, dont je ne cite pas le nom ici, il refuse pratiquement que le riz camerounais serve à l'alimentation locale. Il y en a qui achètent la production du riz et vendent au Nigeria pour eux-mêmes. Quelquefois même ils stockent ça pourrit. C'est ce que en fait nous a fait montrer. Bon, il ne l'a pas dit, j'assume le propos. Bernard Njongan dernièrement, quand il dit mais comment le Cameroun a du mal à importer le riz thaïlandais et pourtant nous avons de riz à l'extrême nord. Donc il y a donc une politique pour tuer l'agriculture. Voilà l'exode qui est arrivé. Donc en fait, peut-être là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Charles, mais non. Effectivement, c'était une expérimentation, effectivement la mécanisation. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que répondaient les orientations du centre universitaire de Tchang, qui formait les ingénieurs agronomes, mais également le centre universitaire de Ngaoundéré, qui lui formait les techniciens en agro. Donc on pouvait jumeler les deux pour voir la prospérité du Cameroun sur la base de son agriculture. Je voudrais, madame, monsieur, qu'on le sache en même temps, que les réalités sont difficiles à accepter au Cameroun. Les réalités en même temps sont celles que nous traversons, que nous connaissons, et les questions permanentes sont posées. Allons-nous nous en sortir? La question quand même du riz aujourd'hui importe, interpelle, touche toutes les strates de la société camerounaise. Et on sait combien les Camerounais aujourd'hui en consomment de ce riz. On aurait bien voulu entendre Karine Sentier de Dominique Audrey se prononcer. Étant donné qu'on va poursuivre l'émission et vous, madame, messieurs, on vous donnera l'occasion, vous aussi, de vous prononcer sur cette question essentielle, cruciale pour le Cameroun et son avenir. Mais on est quand même en droit aussi de se demander, finalement, le renouveau a-t-il été bénéfique pour les Camerounais ou pas, si on ne peut pas 38 ans après être capable de se nourrir, si on ne peut pas 38 ans après être capable de manger, si on ne peut pas 38 ans après quand même se dire, dans le développement de l'agriculture camerounaise, il y a des interpellations fortes. Qu'est-ce qu'on nous a finalement légué? Quel héritage allons-nous garder justement du renouveau 38 ans après? Parlons-en en deuxième partie, madame, messieurs. Bon retour, madame, messieurs. Merci de nous retrouver. Deuxième partie de 10-12, le Zénith avec vous à l'instant. Et merci de trouver de l'intérêt en cheminant avec Equinox Télévision qui, au-delà de l'image, s'attelle toujours à vous rendre compte et nous vous rendons compte des réalités camerounaises. Et Charles Amène Battu, à l'instant, avant la pause, revenait sur la question, effectivement, du riz camerounais. Enfin, le riz que nous consommons au Cameroun qui est très importé et qui ne fait aucune fierté nationale aujourd'hui de savoir que nous mangeons, oui, mais nous ne mangeons pas le riz produit localement. Car quand même, au début des années 80, nous le savions, le Cameroun produisait du riz au point d'en importer, effectivement, d'en exporter. Effectivement, malheureusement, en 2020, nous avons importé près de 804 000 tonnes. 804 000 tonnes. On est en train de franchir les 900 000 déjà. C'est très grave. On aurait bien voulu évaluer cela en francs CFA pour voir combien ça fait en termes de... des milliards de francs CFA. Allez, madame, messieurs. Non, je vous donne le chiffre aussi, c'est en termes d'importation. Nous sommes dans les 200 milliards de francs CFA. 200 milliards de francs CFA. Là, juste pour le riz, 200 milliards de francs CFA, parce qu'en 2019, on avait franchi la barre de 163 milliards de francs CFA. Là. Très bien. Donc, ça suppose qu'on a Allez, on va bien comprendre. Est-ce que c'est une politique voulu par le Cameroun? Bon Bengan, tout à l'heure, nous faisait savoir que tout a été pensé pour tuer l'agriculture en Afrique. Mais est-ce que c'est la preuve justement que l'Europe fait tout? Dominique Audrey, l'Occident, nos chefs d'État qui sont à la solde justement de l'Europe ou de l'Occident en réalité, notamment la France, font tout pour tuer l'économie, pour tuer l'agriculture et permettre justement aux Camerounais de manger ce qui vient d'ailleurs. Finalement, qu'est-ce qu'on fait du Made in Cameroun? Vous savez ce que je pense de... Made in Cameroun et production locale aussi. Du fait qu'on octroie la responsabilité de nos actes ici, de certains de nos actes à l'Occident. Thomas Sankara, à son époque, avait des contacts avec les présidents étrangers. Oui, Thomas Sankara, à son époque, avait des contacts avec les présidents étrangers, mais ça n'a pas empêché qu'il ait une certaine vision pour son pays. Ouais. Donc, qu'on ne dise pas aujourd'hui que c'est à cause de l'Occident
que le Minader, par exemple, pour ne citer que ce ministère-là, ne remplit pas les prérogatives qui encadrent ce ministère-là, avec notamment la promotion de nouvelles cultures pour l'exportation. Ce n'est pas la France ou bien l'Angleterre ou bien la Chine qui va venir demander au ministre de l'Agriculture d'encadrer ses producteurs locaux. Mais écoutez, quand on vous dit, quand Bengan rentre dans les archives et vous fait savoir effectivement que tout était pensé pour tuer l'agriculture en Afrique et permettre à l'Occident de mieux exporter ses produits ici. Oui, c'est comme la traite négrière, c'est comme tout ce qu'on veut. Mais maintenant, on a besoin des personnes avec une mentalité différente. Mais oui, vous êtes formé justement à cette école-là, où on vous apprend justement... Enfin, revenez un peu. On ne peut pas toujours remettre le mal, notre mal sur les autres. À un moment, on a une part de responsabilité. Une personne ne peut venir casser les verres dans votre maison que si vous lui ouvrez la porte pour qu'elle entre. Mais c'est pas le seul projet de Dominique Audrey. Vous savez, c'est pas le seul projet parce que ça fait mal, justement, de vous entendre le dire. Quand vous finissez d'avoir mal, qu'est-ce que vous faites? Mais ça fait mal. Qu'est-ce qui a amené l'État du Cameroun à privatiser ces entreprises-là, notamment même celles-là qui produisaient du riz aujourd'hui? Est-ce que l'État du Cameroun était contraint de dire d'accord? On n'a jamais privatisé la Sodérim. On l'a jamais privatisé. Non, attends, il y a eu un projet justement avec le gouvernement le projet justement qui était lié avec la Banque mondiale et les privatisations qui devaient justement se faire au niveau du Cameroun. Il y a eu des conséquences, je pense bien. La Sodérim je peux me tromper. La Sodérim a fermé en 97. On n'a pas privatisé. Voilà. Non, on l'a liquidé. Ça faisait partie de cette liste que selon l'ordonnance qu'on devait liquider. Oui, pas privatisé. On a peut-être fait tout ce qu'on a fait. Donc liquider mais pas privatiser. Maintenant, lorsqu'on veut construire son pays, on peut même partir sur le prisme selon lequel, les 30 dernières années, on a tout perdu, on n'a plus rien fait de notre riz, de notre production risicole au Cameroun. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on démarre? C'est là qu'on doit... On ne doit pas rester à l'endroit où on a fait sa chute. On doit pouvoir se lever. C'est pour ça qu'on a besoin des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Le ministère de l'Agriculture aujourd'hui ne sert à rien. Si on va parcourir les projets qui encadrent ce ministère, vous allez tomber à la renverse. Il y a des projets dont on n'a même jamais entendu parler parce qu'ils n'ont jamais été médiatisés. Parlons du riz, par exemple. Il y a un projet, Prodérive, par exemple, qui est censé être mis sur pied. Mais qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Aujourd'hui, avec M. Mbachou, le plus que j'ai eu, c'est que dans le Noun, on fait également le riz. Ça, je ne le savais pas. Pourtant, à une époque, l'IRAD avait distribué... Ancien IRAF. Oui, ancien IRAF avait distribué des plants sélectionnés qui étaient un mélange de riz chinois et de riz camerounais à des producteurs locaux. Pourquoi il n'y a pas de suivi? Pourquoi il n'y a pas d'accompagnement? Moi, je vois en ça une volonté manifeste. En fait, je déduis qu'il y a énormément d'argent qu'on se fait lorsque le riz est importé au Cameroun. Comparativement au riz qui serait cultivé en terre camerounaise. Si on a le riz qui sort du Cameroun, ces personnes-là ne se feront pas d'argent dans... À côté de ce qu'on peut reprocher à l'Occident, il y a la mauvaise mentalité, la méchanceté même des personnes qui nous dirigent ici. Donc, avant de s'en prendre à l'Occident, on s'en prend d'abord à nous-mêmes qui sommes ici et qui font les choses. Parce que la révolution ne se fait que par nous. Parce que si on attend d'avoir l'Occident ou bien la France ou bien qui on veut, qui va arrêter de dire que, ok, allez, faites de l'agriculture, on attendra longtemps. La preuve, on importe l'huile de palme également. On importe les VA, on importe le poisson de la Chine, les mollusques pour les gens qui mangent les fruits de mer là. C'est bien dommage. Madame, Monsieur, on se demande également quel est le riz qui se mange aujourd'hui dans les plats à la présidence de la République du Cameroun. Vous mangez du riz camerounais ou vous mangez du riz importé? Parce qu'il est importé, croyez-vous véritablement? L'autre là ne vient pas de la Thaïlande. Ça vient d'où? Ça vient de Tonga? Ça vient de Babichua? Ça vient d'où? De Sanchou? Ça vient de la France. Votre point de vue, Karine? Ça vient de la France. Ah, le riz qui se mange dans les plats de la présidence? Bien sûr. Je m'intéresse beaucoup à la question du riz parce que c'est une culture qui n'est même pas d'abord camerounaise. Ça veut dire? C'est une culture qui a été importée à la base. Qui est venue, qui lorsqu'elle est arrivée, on a mis de côté d'autres cultures
pour la privilégier, notamment parce que c'était une culture qui avait vocation à être industrielle. Et donc, elle pouvait facilement nourrir plus de personnes possibles, le plus de personnes possibles. Du coup, on s'est jeté dans cette agriculture-là. Maintenant, lorsque vous vous intéressez à la Soderim, il ne faut pas oublier qu'à un moment, la Chine a été en partenariat avec le Cameroun pour relever la Soderim. Et les agriculteurs avaient vu en cela une aubaine pour notamment commencer encore à rêver, à penser que le riz pouvait redonner encore de l'espoir. À y croire. Oui, sauf que le désengagement du côté camerounais a fait en sorte que la Chine est partie. C'est-à-dire que dans une relation, dans un partenariat, il faut que vous donnez votre quote-part et l'autre donne sa quote-part. Mais lorsque l'autre est sur le terrain et qu'il fait tout pour que ça marche, mais vous ne donnez rien, finalement ça meurt et la Chine est partie. Et c'est encore où on a finalement enterré la Soderim. En 2010, un projet est né. Le projet PADFA, qui était un projet d'appui au développement des filières agricoles initiées, notamment en cette année-là 2010, qui avait pour but de réduire la pauvreté en zone rurale en mettant en avant la culture du riz et de l'oignon. Sauf que les objectifs de ce projet qui étaient très pointilleux, était quand même très bien, c'est-à-dire que quitter de 5 000 tonnes à 200 000 tonnes afin de satisfaire une bonne partie de la population nationale. S'il vous plaît, le projet PADFA est mort. On ne connaît pas ce que ça a produit jusqu'à... On est en 2010 à 2020, ça fait 10 ans. On aimerait bien savoir ce que le projet PADFA a donné. Est-ce que ça a augmenté la production du riz? Parce que lorsque vous entendez que les Camerounais importent 804 000 tonnes de riz, vous vous posez bien la question, qui sont ceux qui importent? Ce sont nos opérateurs économiques qui auraient pu, à la place de cet argent qui sert à l'importation, investir dans la production locale. C'est une possibilité. Ça aurait pu faire en sorte que Est-ce que c'est la preuve qu'ils ne croient pas eux-mêmes justement à l'encadrement de la politique agricole nationale? C'est une option choisie par des gens qui n'ont pas de vision. Celui qui n'a pas de vision préfère acheter un produit déjà fait que de le faire lui-même. C'est comme ça que ça se passe. Et du coup, pour ces personnes-là, il n'est de bon ton que de vivre de la douane, des produits de la douane. Encore que les personnes qui importent du riz ont des réductions en termes de douane parce qu'ils importent du matériel de première nécessité. Du moins, ils ont des facilités. Des facilités, oui. Parce qu'ils importent des produits de première nécessité. Du coup, pour eux, c'est plus facile d'importer que de produire sur le terrain. Très bien. Allez, Charles Amembadjou, c'est une question qui vous a mis forcément en colère aujourd'hui. Qui doit-on interpeller en premier ici? Le ministère de l'Agriculture, l'entrepreneur en chef, chasser les étrangers qui font tout pour nous exporter leur riz? Comment sortir de cette réalité camerounaise qui ne plaît surtout pas, qui ne plaît vraiment pas? Il faut interpeller le chef de l'État. Pour qu'il fasse quoi concrètement? C'est le concrètement? chef de l'État qu'il faut interpeller dans ce sens que c'est à lui que revient la dernière décision avec ses collaborateurs, ses différents collaborateurs. Pourquoi est-ce qu'on a fermé la Soderim? Quelle est la raison pour laquelle on a fermé la Soderim? Nous étions à 75% en termes de production. On était censé passer à 80-90% dans les années 90. La production, le Nigeria prenait au Cameroun, le Niger prenait au Cameroun, le Tchad prenait au Cameroun, le Gabon prenait au Cameroun. Tous ces pays prenaient au Cameroun parce que le Cameroun était le grenier en termes de production. Lorsqu'on met sur pied le projet de la Soderim, on appelle les Chinois, comme l'a dit tout à l'heure Karine Sontia, on appelle les Chinois pour la partie technique, l'implémentation, la formation, la conceptualisation. On a besoin de vous parce que vous maîtrisez, vous pensez, vous connaissez la chose. Descendez, nous former. Les Chinois sont arrivés, ils ont fait 5 ans où ils ont parcouru tout le Cameroun. C'est là où on dit non, dans la zone d'Undé, on a vu ceci, mais c'est des petites productions. Là, il y a des gens qui... Non, les Chinois ont dit avec raison. On peut donner à des privés. Oui. Des privés, ils ont repéré d'abord les espaces viables, 240 000 hectares. C'est ce qu'ils avaient fait en 5 ans. On dit, bon, on a vu des privés, on va associer les privés à la différentes productions, on va colmater pour atteindre les résultats. Nous étions à la fin au début des années 90, qu'on était à 80 000 tonnes. 80 000 tonnes produits et les Camerounais mangeaient et on importait, M. Michel Ngachou. On décide donc de lancer la Soderim. Seulement, on prend ceux qui décident de lancer la Soderim, à l'époque à Idio, il dit non, on achète d'abord les machines, parce qu'ils discutaient avec les Chinois, ils ont acheté des machines pour la mécanisation. Lorsque les Français se rendent compte que, mais attention,
les Chinois veulent nous damer le pion sur ce projet. Les Français entrent en jeu et commencent à menacer en disant que mais non, c'est quand même nous la France, il faudrait qu'on commence à voir, les Chinois vont venir faire quoi? Le Cameroun a commencé à se détacher de la Chine qui attendait véritablement la quote-part camerounaise. Voilà, le chemin faisant, il n'a pas pu terminer. Le programme qu'il avait lancé, le renouveau arrive. Ceux du renouveau arrivent avec un seul désir. Bon, l'a dit tout à l'heure, il fallait se rassurer qui soutenait qui soutenait quoi. Tous ces projets ont des amis en berne. Sauf qu'à la reprise de M. Michel Gachou, je tiens à préciser, le gouvernement a donc décidé de confier la responsabilité des essais, les études de faisabilité sur le terrain et la production commerciale à la Soderim, en disant que les trois choses, c'est toi qui dois gérer. Comment une seule structure peut en même temps faire les essais, la même structure fait les études de faisabilité sur tout l'état du territoire et la même de faire la production commerciale. Voilà là où on a tué le projet de la Soderim. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a la banque qui, elle, disait pour injecter de l'argent, il faut qu'on se rassure effectivement que ça va mener. Alors, on attend le projet de faisabilité, ça ne vient pas. On est en train de travailler sur le projet de la production commerciale. En fin d'année, on n'a fait qu'une seule récolte. La banque a commencé à dire, mais finalement, c'est quelque façon de donner des projets, un projet bien conçu, vous donnez les trois aspects au même directeur. C'est le même directeur qui est en même temps directeur du projet, directeur des essais, directeur de l'étude de faisabilité, directeur de la production commerciale. Maintenant, le projet était censé tomber. On a fait des appels. La Chine a dit, mais nous sommes là. Qu'est-ce qu'on fait au Cameroun? On chôme. Si vous ne voulez pas gérer votre partie, nous rentrons. Voilà comment la partie chinoise se détache. Les formations qu'ils avaient commencées avec les jeunes agriculteurs, le terrain qu'ils étaient en train de prendre, le terrain qu'ils étaient en train en fait, ils ne prenaient pas le terrain, mais je parle du terrain qu'ils gagnaient dans la formation à l'ensemble des opérateurs privés, des entrepreneurs privés. Ils ont abandonné. La Chine est rentrée. L'argent qui avait été emprunté lorsqu'on fermait 5 millions de dollars, cet argent a disparu. 1500, vous vous rendez compte que quand on ferme en 1997, c'est 1500 paysans qu'on met comme ça là, au chômage. 1500. Les 1500, vous devez les employer où? Vous devez les rejeter où? Les voilà qui ont fermé. On importe aujourd'hui le terrain de la Soderim. Les machines de la Soderim n'ont pas été employées. C'est une ponte du régime dans ce coin qui utilise les machines pour ses propres affaires. Il a certains qui sont tombés en panne, d'autres viennent enlever les tôles, d'autres utilisent ça pour recaser. Voilà comment un pays qui est censé se développer se tue lui-même à petit feu. Jusqu'aujourd'hui, on peut relancer la Soderim. La Soderim peut refonctionner et nous pouvons avoir le meilleur riz, quitte à ce que nous on essaie de compenser avec celui de la Sèmerie de Siagoua. Vous avez une virgule, justement. Tout à fait, deux petites choses. Non. Il ne faut pas comprendre que je dédouane les responsables africains de nos pays dans la gestion de non. C'est des détourneurs de deniers publics. Non, on ne les dédouane pas. Mais justement, si on quitte du constat que nous sommes des comptoirs coloniaux, vous avez parlé de Sankara, vous pouvez parler de tel, mais pourquoi on l'a tué? Parce qu'il dérangeait. Justement, c'est bon, il faut donc savoir ça. Donc, ceux qui nous dirigent sont des gestionnaires des comptoirs coloniaux. Ils ne peuvent pas prendre l'initiative d'amener leur pays à la souveraineté. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça qu'ils sont là. Donc, en fait, c'est ce que je vais dire. Maintenant, l'autre chose, non, il faut savoir, peut-être que pour comprendre ce qui s'est passé à Sanchou, notamment, il faut se référer à ce qui s'est passé, comment on a tué donc la Sèmerie. Il y a une dame, je pense qu'elle est encore vivante aujourd'hui, Madame Denabaye Lamana, Antoinette. Elle a tenu une thèse de DEA qui a été agréée par la CODESRI. La CODESRI est une structure au Sénégal qui de militaire pour le développement des sciences sociales en Afrique. Une thèse d'abord de DEA qui était intitulée « Les jacqueries dans le périmètre Sèmerie ». Analyse socio-historique du dynamisme paysan de 1950 à 2006. Il dit là-dedans, parce que là, il faut citer les noms, il y a un ancien vice-ministre, ministre de tout ce que vous voulez, qu'on a nommé directeur de Sèmerie en avril 1986. Il s'appelait Tori Limangana. Donc, Paul Biya gère avec les amis. C'est pour ça donc que prend un certain Tori Limangana, qui est DG de Sèmerie. On pense qu'avec l'expérience de Sèmerie, il peut apporter un plus là-bas, sauf qu'il y avait trop
trop, comme Charles Hamel disait tout à l'heure, qui trop embrasse, mal éteint. C'était ça, plus la politique des ponts du régime qui veut soutirer l'argent à gauche et à droite, ça on ne peut pas le nier. Mais il y avait davantage une volonté politique pour le président de la République de tuer, d'effacer tout ce qui est de son illustre prédécesseur. Voilà où on en est. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui peut bien amener un président sérieux à laisser le département de Nkam dans la situation actuelle? Qu'est-ce qui peut? Parce que quand Aïdjo lui passe le pouvoir, il lui dit embrasse beaucoup plus les ressortissants du nord-ouest que du sud-ouest. Or, il y a un projet en Bui, en Donga, Mantoum. Pourquoi on tue le projet? Puisqu'en fait, le projet avait 42 000 hectares de forêt. Il fallait faire développer l'agro-industrie pour contenir l'exode rural. Maintenant, vous avez vu, vous avez la nouvelle, on dit, ah là, on a les Bamenda, on a des ceci. Donc, voilà un peuple travailleur. C'est pour ça que je vous parlais de cette analyse socio-historique, du dynamisme paysan des années 50 à 2006. Donc, les Camerounais, c'est le peuple de travailleurs. Oui. Comment donc les amener à être travailleurs pour se développer? La France est donc là aux aguets, ils guettent et ils mettent les gens. Ils ne peuvent pas vous mettre parce que vous allez réfléchir par vous-même. C'est pour ça qu'en fait, Kaïdjo est parti. Parce qu'il leur a dit, laissez-moi faire, si ça me dépasse, je vous appelle. Et quand il commence à prendre la Banque islamique de développement, à intégrer dans le truc, on lui dit, mais ces messieurs-là commencent à déranger. J'aurais bien voulu emprunter une expression du président Mitterrand une fois. Paul Biya, élu et qui est rentré au palais de Toudi. Lorsque le président Mitterrand arrive au Cameroun, il lui dit, très bien, monsieur le président de la République, la France est heureuse de faire avec vous. Voilà, on peut bien comprendre ce qui se passe, madame, monsieur. À vous justement d'analyser le rapport France-Cameroun aujourd'hui. Doit-on véritablement dire que les colères perceptibles dans les populations camerounaises, doit-on dire que l'évolution du Cameroun devrait reposer uniquement entre les mains du chef de l'État? Parce que très souvent, d'aucuns le disent, le chef de l'État a été trompé par son entourage. Finalement, non, il n'a pas été trompé. Quelle est sa propre politique lui-même? Voilà, qu'est-ce que lui-même il a proposé aux Camerounais? C'est lui qui a donné toutes ces orientations-là. Voilà. Il n'a pas été trompé par son entourage. Le drame, justement, c'est qu'il avait un conseiller aux affaires économiques qui est un ancien camarade avec qui ils sont entrés en 6e le même jour. Au petit séminaire Tarcisius Aïdéa, qui est devenu Saint-Pédis. Il s'appelait Georges Walter Ngango. Il n'a jamais écouté. Très bien. Il est vivant? Non. Non, le professeur Ngango est décédé. Merci. Il ne l'a jamais écouté. Allez. Et il a enlevé Samuel Boa à l'agriculture, justement, parce que Samuel Boa avait des acquaintances pro-Aïdjo. C'est tout. Donc, on préfère sacrifier tout un pays. Oui. Il n'écoute personne. Non, il n'écoute pas, il écoute lui-même. C'est tout ça. Ça ne vous énerve pas? C'est qu'est-ce qu'on fait? Attendez, c'est tellement grave. On a besoin de Thomas Sankara. C'est carrément, c'est tellement grave parce que on peut pas avoir un pays comme celui-ci où on se dit, j'ai eu un prédécesseur qui a été là et qui a fait des choses. Alors, au lieu de tuer ce que mon prédécesseur a fait, je ferais mieux de corriger ou d'améliorer ses réalisations. Pour qu'on l'oublie véritablement. Non, mais le mieux serait d'abord d'effacer, de tuer, qu'on dise que vraiment c'est moi qui suis ce que je suis et je suis le père de la nation. Et c'est pour ça que récemment j'ai vu un post, une publication sur les réseaux sociaux qui présentait l'ancien président ghanéen Jay Rawlings, qui disait que lui ne veut pas avoir d'entreprise, de stèle, de ministère à son nom, de stade à son nom, parce que pour lui, il n'y a que l'amour de son peuple qu'il a dirigé qui vaut plus que tous les noms qu'on peut donner. Mais c'est lui qu'on surprend souvent en train de diriger la circulation. Oui, très bien. Non, c'est faux, il est en plein embouteillage. Oui, il ne comprend pas ce qui se passe. Lui-même, il sort. Et il a ajouté qu'il n'a pas besoin de policiers, de gardes et tout ça parce qu'il sait qu'il est en sécurité. Sa vraie sécurité, c'est son peuple. Vous aimeriez le voir au Cameroun? On aimerait avoir un président comme ça. Où ça? Ici? Au Cameroun, oui. Ça fait 38 ans qu'on est là. Il faut rêver. Merci à vous. Lire la thèse de doctorat, les silences du président. Allez, dans un instant, madame, monsieur, la revue des réseaux sociaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé sur la toile, Karine Santia? Nous vous regardons. Alors, une vidéo qui fait le tour de la toile montre des manifestants qui scandent
libérer, ou c'est libérer, ouvrez le marché, la boutique et tout ça. Ces manifestants-là sont des commerçants du marché Dakar, ou encore appelé Madagascar, et qui réclament la réouverture de la boutique de leur président qui a été scellée au préalable par la police municipale. Là, c'était devant la mairie de la ville. Ils scandaient, ils criaient hier toute la matinée. Voilà. Et ça fait le tour justement des réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'ils revendiquent? Qu'on ouvre la boutique du président du marché. Du marché. Du président. Le président élu du marché. Alors qu'est-ce qui se passe? On veut bien les imposer à notre président là-bas, Charles Même. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Michel Ngachou, vous savez, quand moi j'ai suivi l'affaire du président élu, là, j'ai d'abord baissé le volume parce que cette affaire a tendance à nous amener un peu dans tous les sens. J'ai baissé le volume avant de me rendre compte qu'en fait c'était les commerçants du marché qui revendiquaient véritablement qu'on essaie de rétablir. Vous savez, il n'y a pas grand-chose qui divise les gens dans les marchés que l'argent. L'argent qui circule dans les marchés, dans la vente des places, dans les frais de toilette, les tickets. Monsieur Michel Ngachou, on vous met dans un marché 2 ans, vos jours vont tomber. Ah bon? Qu'est-ce qu'on fait si vous ne me retenez pas? Qu'est-ce qu'on fait ici? Je dis, il faut avoir le réseau. Il faut avoir le réseau pour vous retrouver. De ce côté, l'argent tourne, ça circule dans les marchés à une vitesse que vous ne pouvez pas. Et c'est la raison pour laquelle vous vous rendez toujours compte que la bataille pour le contrôle du marché finit toujours avec des morts. Commencez par le marché central, allez au marché Sandaga, redescendez. Donc je vous donne des marchés où c'est le marché Madagascar, le marché non glacé, c'est des zones. Précisez qu'on se m'adoie là. J'adore là, le marché non glacé, bon, il faut des marchés. Vous allez vous rendre compte, monsieur Michel Ngachou, que les gens cherchent le gain. Voilà quelqu'un qui a été choisi, désigné par les commerçants du marché pour une gestion efficiente et correcte et efficace du marché. Mais il savait qu'il y a un autre camp. Le camp du maire, en fait, entre guillemets. Le camp du maire ou le camp des camps tapis dans l'ombre. Je peux dire même le maire, je me trompe. Des camps tapis dans l'ombre, monsieur Michel Ngachou, qui occasionne des problèmes. On envoie toute une escouade, la police municipale, pour venir fermer une seule boutique. Une seule boutique pour démontrer qu'on scelle la boutique pour démontrer qu'on a le pouvoir. Répression. Qu'on a le pouvoir. Non, qu'on a le pouvoir décisionnaire et qu'on cause avec qui de droit. Vous allez vous rendre compte que l'implication constante des maires dans les marchés font en sorte que les compétences même du maire de la ville se retrouvent à demander. Vous voyez, ils sont partis plutôt rencontrer le maire de la ville en lui disant c'est toi le patron des maires, il faudrait maintenant que tu interviennes. Donc je crois que l'affaire des maires, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour les commerçants sans les commerçants. Parce qu'à un moment donné, on a voulu éloigner les commerçants de la gestion alors que c'est eux qui vivent. Si les toilettes sont sales, ça les regarde. Si les rues ne sont pas balayées, ça les regarde. Si il y a des places, la confusion, comme vous avez vu au marché central, ça regarde. Donc j'estime qu'ils ont raison de revendiquer. Mais la question que je me pose et que je pose à l'endroit du chef de l'État, que je pose à l'endroit du ministre Grégoire Oona, que je pose à l'endroit du MINAT, c'est pourquoi est-ce que désormais, pour régler une affaire au Cameroun, c'est dans la rue? Et justement dans la rue, et que l'on vous rappelle effectivement que ce n'est pas autorisé d'avoir des manifestations aujourd'hui si vous ne respectez pas les dispositions légales en matière de manifestations. C'est des manifestations spontanées. Oui, c'est très dangereux. Donnons la parole à Bombo justement qui analyse ces images-là. Non. Ou la réalité au niveau du marché. Non, la réalité est que ce soit le délégué du gouvernement qui était parti, que ce soit celui-ci, il avait mis en place une procédure de désignation des présidents de marché. Celui-ci a été élu président. Par les commerçants. Par les commerçants. Oui. Il a mis en place un système où il récoltait un peu d'argent pour l'assainissement du marché que la mairie de la ville ne pouvait pas faire. Et ça apporte des appétits que les campiers dans l'ombre veulent maintenant s'en approprier. Mais il se passe quoi? Pourquoi on vient sceller? Douala, la ville, le département de Vouri a la réputation de piétiner les textes de la République. Et pour ça que Nunitié ne peut pas organiser une marche autorisée. Même lorsque Mbouamasso dit que moi je quitte Douala, je vais arriver à pied à Yaoundé.
on l'arrête. On dit que tu n'as pas le droit. Il dit que je ne prends pas le bus. Moi, je marche à pied pour arriver à Yaoundé. On dit que tu ne marches pas. On l'arrête, on le jette dans la forêt de Yabassi. Le ministre, à l'époque... Excusez-moi, à ce moment, mais attendez, mais c'est quoi ce truc-là? Non, c'est quoi cette histoire? C'est par la recherche de l'argent. C'est pas possible. Les micmacs. Non, mais non, il y a une virgule que vous avez fait là qui m'intéresse. Comment Bourmasson veut marcher? Il dit, je me lève, je vais marcher de Douala pour Yaoundé. À partir de vendredi, je quitte P4. Il marche là, il marche comme tout le monde. En faisant encore marchant. Monsieur, Bon, on nous dira pour seulement que vous, qui allez à l'équinoxe, là, vraiment, vous n'irez plus parce que vous marchez, vous marchez. Le même Bourmasson, on l'a arrêté un jour, on l'a jeté à Nebel. En une semaine, il était devenu maître de conférence. On l'a même sorti de prison sans signer les enlevés de cours. Il lui dit que moi, je n'ai pas le levé de cours, laissez-moi rester en prison. Et le préfet, je pense, Bernard Atebede, il est plus dangereux en prison que dehors. Donc, vous devez laisser dehors. Il est devenu syndicaliste. Donc, non. Le ministre Sadi, quand il était à l'administration territoriale et à la décentralisation, avait signé une circulaire qui interdisait justement la mise des marchés en concession. Mais dans le Vouri, on a piétiné ce texte, tous les marchés ont été mis en concession. Et c'était le gombo des autorités administratives. Ce sont les gombos des autorités administratives. Donc en fait, lorsque le nouveau maire arrive, il veut contrôler. Mais contrôler veut dire quoi? Il serait mieux d'appeler ces présidents de marché là en leur disant voilà la politique que je voudrais apporter sur le marché. Bon, vous voyez comment vous qui êtes avec les commerçants. Mais comme tout le monde copie ce qu'il y a et tout dit, donc il est au bureau, il peut prendre des mesures qu'il veut prendre. Et là, il ne signe pas parce que quand la police municipale descend, je n'ai pas signé. Mais qui donc, quand il met le bureau quand même est livré? Donc c'est là le contrôle de l'argent sans avoir travaillé. Le nerf de la guerre. J'ai dit les autorités administratives et les maires, et surtout le maire de la ville, parce qu'on n'autorise même pas aux maires des communes d'arrondissement de travailler. Sinon, je pense Madame Fampou aurait à réclamer qu'on lui remette le marché central. Et vous défendez, vous qui êtes maire RDPC, vous défendez justement la décentralisation. Vous dites que vraiment dans la décentralisation. Voilà. On espère. Soyons sérieux quand même. Allez, merci à vous, madame, monsieur, de rester présent. Marquons une pause, comme le veut la tradition dans cette émission. Allons retrouver Consti Lamine et le concept Salaka ce matin. Il nous revient avec Sorepco, comme à l'accoutumée. Consti Lamine sur le plateau B. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel, bienvenue et surtout bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à mes clients, bien entendu. Ouais, on va justement tenter de tout mettre en place pour être sûr que nous sommes avec Consti Lamine sur le plateau B. Cette fois-ci, je pense bien, c'est bien parti. Consti, alors c'est très bien parti d'ailleurs. Il faut le rappeler que nous sommes bel et bien sur Equinox Télévision, la première chaîne au Cameroun et en Afrique, avec bien entendu aux côtés du premier concept de communication et de vente en direct à la télévision et à la radio, à savoir le concept Salaka. Alors ce matin, nous allons parler une fois de plus des magasins Sorepco. Oui, ces magasins qui font de plus en plus la fierté de tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, ce magasin qui fait la fierté de tous les consommateurs camerounais et africains, ce magasin qui vous permet de plus en plus d'avoir des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Et parlant bien sûr des articles de qualité, ce jeudi matin, nous allons mettre un cap sur les salons en cuir. Oui, après l'épuisement du premier stock des salons en cuir, les magasins Sorepco signent encore un grand retour ce jeudi matin, et ceci pendant un mois. Oui, je dis bien ça, un mois de promotion sur les salons en cuir de très très bonne qualité dans tous les magasins Sorepco. Oui, ceux-là qui ont besoin de se sentir à l'aise à la maison, ceux-là qui ont besoin des meubles de qualité, ceux-là qui ont besoin d'un cuir d'origine, d'un cuir qui ne se dégrade pas. Oh là 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 là. Regardez la beauté de ce salon en cuir. Qui n'aimerait pas l'avoir à la maison? Ah ben oui, regardez ce salon en cuir. Un salon en cuir de 5 places. Un salon en cuir d'origine. Un salon en cuir neuf, encore dans son emballage. Oui, ça encore le parfum de l'Hexagone. Aïe, 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 aïe. Ça encore les senteurs de l'Hexagone. Oh, ce salon en cuir, vous l'avez dans les magasins Sorepco à 616 000 francs. Oui,
J'ai dit bien un salon en cuir 5 places, un salon en cuir de qualité, un salon en cuir d'origine, un salon en cuir avec garantie. Vous l'avez dans tous les magasins Sorepco à 616 000 francs. Et je rappelle que le stock, il est très limité. Oui, je dis bien, le stock, il est très limité. C'est donc l'occasion d'être parmi les premiers à s'arracher ce salon en cuir de 5 places de couleur noire dans tous les magasins Sorepco. Et la véritable cerise sur le gâteau, c'est que dès que vous achetez un salon en cuir, on vous donne gratuitement un téléviseur écran plat de marque Nexus. Oh là 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 là. Imaginez votre maison avec un salon en cuir. Devant vous, un téléviseur Nexus d'une valeur de 200 000 francs qu'on vous donne gratuitement dans tous les magasins Sorepco. Oui, bien entendu, il n'y a que Sorepco pour le faire. À côté, bien sûr, de ce salon en cuir de 5 places, il y a également un autre modèle qui est également un modèle de 5 places, bien entendu 6 places, vous l'avez chez Sorepco à 876 000 francs. Un salon en cuir de 6 places, un salon en cuir d'origine, vous l'avez à 876 000 francs dans les magasins Sorepco. Le stock, il est très limité. Donc, my country modem, you want buy salon en cuir, you want buy fine share, just go just now for Sorepco, because c'est Sorepco, they for make some big promotion. Salon en cuir is fine. Salon en cuir is sweet like a sugar. Any man must get them. And when you buy salon en cuir for Sorepco, they go give you one téléviseur écran plasma de marque Nexus Njo. Donc, mototenye sengalema tatan. Basango na banyango. Biobiana ene di bapete. Sorepco e pongo mangolo malambo. Wale salon en cuir ya boam. Salon en cuir ya peña. Idori ouais. Oh la 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 la. Ces salons en cuir vous permettent de masser votre dos. Ça permet de masser le corps. Oh là 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 là. Regardez le confort, l'élégance, la souplesse, l'originalité de cuir. Allez chez Sorepco et bénéficiez d'un salon en cuir de qualité, que ce soit le salon de 5 places, le salon de 6 places. Et dès que vous l'achetez, on vous donne gratuitement un téléviseur écran plat de marque Nexus. Je rappelle que le salon de 5 places, vous l'avez à 616 000 francs dans les magasins Sorepco. C'est la qualité avec garantie. Quelle que soit la ville, quel que soit le pays, venez chez Sorepco et commandez un salon en cuir d'origine et recevez gratuitement un téléviseur écran plasma de marque Nexus qu'on vous donne job. Et je rappelle que nous vendons avec garantie parce que Sorepco, le concept Salaka, c'est un véritable partenariat sur la qualité et les prix les plus bas. Merci Consti Lamine. Et le concept Salaka, attention madame, monsieur, c'est vraiment du Salaka là-bas. Merci à vous. Allez, Karine Santia, tout à l'heure vous sembliez justement nous faire savoir qu'il y a une actualité qui énerve, qui choque les Camerounais concernant les mutations qui ont eu cours hier au Cameroun avec les sous-préfets et local Lydien Tabar reviennent à nouveau. Le sous-préfet accusé serait justement appelé ailleurs. Il s'agit de quoi ? Oui, il s'agit du sous-préfet Franck Derlin Oyono qui est accusé d'avoir tué la jeune Lydienne Taba qui, lors des nominations des sous-préfets et surtout des affectations, il a été appelé à d'autres fonctions. Maintenant, les commentaires vont dans deux sens. Il y en a qui disent qu'il a été désavoué par le président de la République. Et il y a d'autres commentaires qui disent plutôt que jusque-là, le président de la République continue à le protéger. Oui. Ouais. Et on a bien sûr la Légion Lydienne Taba en image, le sous-préfet en question aujourd'hui. Est-ce qu'on peut protéger un meurtrier et ne pas laisser la justice elle-même faire son travail? On devrait peut-être laisser la justice elle-même faire son travail, Dominique Audrey? Disons que ça c'est la forme, la présentation, l'image, le visage de la justice camerounaise. Qui veut qu'on vous mute, qu'on vous appelle à d'autres fonctions, alors qu'il y a des choses qu'on vous reproche, tout simplement. Je veux dire qu'à la face du monde, c'est tout simple, c'est la seule chose à retenir, que la justice camerounaise, entendue par les Camerounais en langue camerounaise, veut dire que si vous êtes accusé d'avoir ôté la vie à quelqu'un et que vous êtes un sous-préfet, vous serez appelé à d'autres fonctions. Compreneur comprend. Voilà, donc... Mais est-ce que les Camerounais devraient rester muets devant une situation pareille? Les associations de défense des droits de l'homme, les associations des femmes aujourd'hui, est-ce qu'on devrait rester muet devant une situation pareille? Lorsqu'on regarde tout ce qui se passe dans notre pays, on devrait tous marcher la bouche ouverte.
à force de parler. Parce qu'on a à dire sur tout et pour tout. Tout est à refaire, tout est objet à reproche, à récrimination. Mais maintenant, on ne fait que le clavardage. Très bien. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, à un moment donné, vous aussi, Camerounais qui nous regardez, et vous, Charlemagne Bathiou, que tout est fait de façon... On a le sentiment qu'on fait tout pour qu'il puisse avoir un éclatement et que d'aucuns puissent prendre la poudre d'escampette au lieu de tout arranger pour rassurer les Camerounais. Une image comme celle-là, une nomination comme celle-là, si vous voulez, comment dire ça, on le ramène le sous-préfet dans une autre localité, ou peut-être on ne sait pas exactement quelle est sa situation. Alors, est-ce que ce n'est pas de nature à énerver davantage les Camerounais qui attendent au moins que la justice camerounaise elle-même s'exprime et que le chef d'État lui-même, qui est censé être le garant de cette justice, fasse montre d'un peu de pitié pour la petite, puisse s'exprimer? Est-ce qu'on devait laisser ça comme ça passer? Monsieur Michel Ngachou, si ça avait été ma fille, là je parle en termes de parents, on ne serait plus en train d'en parler. On parlerait de ça au passé. Si c'était moi le père en tant que parent de ma fille, on n'en parlerait plus. Vous savez, je vais vous dire, monsieur Michel Ngachou. Vous ferez justice? De la même façon, vous ferez justice monsieur Michel Ngachou, vous avez connu des gens à l'école primaire qui vous donnaient un coup de poing, tant qu'ils n'ouvraient pas la main, vous restez au sol, non? Bien sûr. Vous avez connu des gens qu'on interdit de vous doigter, non? Oui. Dans ce pays, il y en a. Pourquoi vous m'opposez? Il y a des gens qui ouvrent seulement la bouche, ça arrive, non? Il y a dans ce pays quelqu'un qui ne vous pointe pas du doigt, il vous pointe du doigt, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Donc, je vous le dis pour dire que à un moment donné, voir trop de morts interroge. Pourquoi c'est le seul qu'on a muté? On devait muter celui de Ndak. Parce qu'il y a un journaliste qui est mort chez lui. Il y a le sous-préfet de Ndak. Ce n'est pas seulement lui. Il y a le sous-préfet de Ndak. Avant qu'on arrive, il avait mais attendez, c'est connu. C'est connu, monsieur Michel Ngachou. Vous avez des sous-préfets qui sont au tribunal pour abus d'autorité, qui giflent sur les gens, qui sortent les armes. Toutes ces personnes ont été dénoncées, mais qu'est-ce qu'on fait? On affecte. En tant que grand frère, monsieur Michel, ça avait été ma petite soeur, monsieur Michel Ngachou, je vous assure que je serai assis là-bas tous les jours. Oui, monsieur Michel Ngachou, à un moment donné, il faut démontrer qu'on a mal. Il faut démontrer qu'on a mal, qu'on est touché. Si ça avait été en France, comme on apprécie trop la France, si ça avait été en France, une situation comme celle-là, premièrement, on aurait dit on le met en examen, vous allez le voir comment on l'accompagne avec les caméras, il entre en cellule, il est installé en cellule, soit il est installé, on démonte. Pour rassurer les populations. Pour rassurer d'abord les populations. Mais on a créé... Montrer justement que la justice fait son travail. On a créé un mythe, un voile tout autour, à telle enseigne que même les journalistes qui cherchaient les renseigner se faisaient menacer. Préciser qu'aucune image n'avait été autorisée d'être shootée sur les lieux du crime. Monsieur Michel, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on s'attendait au moins à un communiqué du gouvernement pour dire qu'il a été mis à la disposition de la justice ou des enquêteurs pour la suite de l'affaire. Rien n'a été fait. Maintenant qu'on l'affecte, appelé à d'autres fonctions, il parlait raser les murs au ministère, au MINAT. Comme il peut quitter par une montre inspecteur. On devait préciser, ça devait être accompagné d'un communiqué, parce que tout ce qu'on a fait comme mouvement là, c'est zéro, c'est la poudre de PLMPPM. C'était juste le motif de ces décrets, c'était juste là, c'était lui. Comment est-ce qu'on va faire pour le bouger? Réfléchissons, on peut faire comment? Vous avez le sous-préfet de Sanchou, qui n'a fait que 2 mois d'affectation. Au moment où il est en train de prendre corps, on l'affecte à Bengdix. Vous pensez que même lui-même psychologiquement, tous ces effets qu'il a transportés de son précédent lieu d'affectation pour Sanchou, il va encore reporter pour aller à Bengbis, dans le fin fond du sud pour aller s'installer. Premier point. C'est vrai aussi qu'il y avait comme autre motif qu'il y avait des sous-préfets qui partaient en retraite. Il fallait rapidement les bousculer. On a pris, allez, un poids de mesure, on a organisé un petit flap, on a jeté dehors. Mais est-ce que ça rassure les parents? Est-ce que ça rassure l'opinion internationale? Voilà le petit Kevin qui a fait presque un mois, Ngassam, qui est noté et ses commis, qui ont fait presque un mois détenu, qu'on a libéré hier. Oui, pendant qu'on le libère, on sort une affectation. Non, ça ne peut pas. Il n'y a pas une mesure compensatoire à ce niveau. Je pense qu'on devrait accompagner. Le MINAT doit accompagner d'un autre communiqué en disant... Vous parlez de monsieur, qui? Le MINAT. Quel MINAT?
Mais c'est sa tutelle. Mais le ministre de la tutelle. Il va le faire? Il doit Vous accompagner croyez? d'un communiqué en disant désormais, mais on l'avait fait pour Pascal Manyangabé. Mais qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, monsieur Michel il est minable ou ne l'est pas? Monsieur Michel Il y a un Gachou. fait, attendez, Rappelez-vous, Charles vous Amel, savez, il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme, vous êtes le ministre de l'administration territoriale. Il y a eu, non, le centre de protection civile. Vous êtes le ministre de l'administration territoriale. Il y a eu mort d'homme. Un de vos éléments, notamment un sous-préfet de Lokunji, aurait tué une jeune qui s'appelle Lydiane Taba. Vous ne faites rien, vous ne dites rien, vous ne rassurez personne. Les seules sorties du ministre qu'on a vues justement, souvenez-vous, c'est à l'extrême nord du Cameroun, où il est justement faire les dons. Les seules sorties du ministre, la plus récente, c'est qu'on a vu le ministre où il sort Charles Amel Bachou pour menacer les Camerounais en leur disant... Et il s'est refusé aux jeu des questions-réponses dans tous sur cette question-là. Alors, vous attendez quel ministre justement le faire? Monsieur Michel Gachou, je vous prends le cas de Pascal Manyangabé Mabé. Rappelez-vous qu'il était au TCS avec tout ce qu'il a fait. Bombok, je parle sous son autorité. Lorsqu'il y a une famille qui s'était plainte de son implication, de conflit d'intérêts qu'il y avait eu avec ce magistrat, le chef de l'État n'est pas passé par 4 chemins. On l'a enlevé et on l'a mis à la disposition pour qu'il aille répondre des faits. Je souhaiterais donc que maintenant, monsieur le ministre de l'administration territoriale fasse un communiqué où il précise que ce sous-préfet, ex-sous-préfet de Lokunji, est désormais mis à la disposition de la justice pour répondre des faits qui lui sont reprochés. N'oubliez pas qu'il y a un collectif d'avocats avec Maître Fous qui se sont constitués, qui ont été constitués par le père de Lydiane pour poursuivre l'affaire. L'affaire n'est pas arrêtée. Donc j'estime que, s'entend qu'il y aura des éclaboussements, forcément, il était question qu'on le retire. Il va raser les murs, ou on peut l'affecter même à l'homme Djerem. Vous dites, Charles Amel, vous dites justement, on parle en regardant le ministre dans les yeux. Monsieur le ministre, vous dites justement soutenir les actions du chef de l'État. Vous dites accompagner le chef de l'État dans sa magnanimité et dans tout ce qu'il connaît, dans tout ce que vous connaissez justement de lui aujourd'hui. Est-ce que le chef de l'État, justement, sur une question comme celle-là, vous lui avez fait un compte rendu, vous l'avez-vous dit exactement ce qui se passe? Ce n'est même pas là le problème. Monsieur Michel Gachou, ce n'est même pas là le problème. Est-ce que ce n'est même pas salir même l'image même de ce chef de l'État en réalité? Michel Gachou, ce n'est pas là le problème. Quand Charles Armel dit ici que si on enlève ça, la femme n'est plus rien, elle tombe sur moi sur les réseaux sociaux, elle passe le temps à dire quelle est l'association des femmes? On pose cette question ici depuis. Les regroupements des femmes, celles qui décident de défendre les femmes, qui se sont levées au Cameroun. Je dis même un regroupement pour dire cette affaire, nous porterons le noir, nous allons débattre. Elles ne sont pas là. Voilà des vraies questions. Et moi, on le dit tout le temps ici que les féministes sortent pour dire X, c'est monté, Y, c'est sorti. Voilà l'occasion pour les femmes de se lever. Non, et de réclamer véritablement. Non, on va pas jouer à ce jeu. Non, on va pas jouer à ce jeu en même temps. C'est qu'on se pose la question où sont effectivement les associations de femmes? Alors, excusez-moi, Lydiane est la fille d'un homme. Où sont les pères de filles aussi? Voilà, effectivement. Sur la question, on se demandait, vraiment, la justice ne parle pas. Les traditions peuvent-elles parler ou pas? Bonbon Bengan. Si les traditions peuvent parler, mais restons d'abord au niveau de la justice. La justice avait mis en prison un ministre en fonction. Il s'agit de Bapès. Donc, la même justice, il lui a interdit de mettre une autorité administrative en prison, puisqu'il a mis plus grand. Voilà. Pourquoi ne pas mettre le sous-préfet en prison? Puisqu'il y avait même flagrant délit. Et qu'on vérifie plus tard que la même justice continue dans ses procédures pour qu'il soit blanchi plus tard et revenu, puisqu'il n'était qu'à deux. Il n'était qu'à deux. Donc l'autre partie, c'est lui seul, le sous-préfet, il est resté vivant. Donc ce sera sa parole contre la parole de celle qui ne parle plus. Donc, quel a été l'environnement? Mais bon, là, ça continue. Mais il devait être là-bas. Il doit être là-bas, en fait. Bapès avait été. Bon, et pour Bapès, il n'y avait pas un problème de mort d'homme. Mais on avait quand même estimé qu'il doit être de l'autre côté. Première chose. Deuxième chose, justement, et là, il faut interpeller les femmes. Oui. Oui, lorsqu'elle hausse les bras contre l'homme, est-ce que la femme n'a pas de famille à ce moment-là? Voilà. Justement, c'est pour ça qu'on vous dit que le mouvement de femmes, de féministes, tout ce que vous voulez, c'était la libération du sexe. Laissez-on faire de notre corps ce qu'on veut, c'est tout. Il n'y a aucun autre contenu. Aucun autre. Même aujourd'hui, celles des femmes qui ont commencé ce mouvement,
J'ai parlé hier, j'ai cité hier d'Elisabeth Badinter. Elle est offusquée aujourd'hui de la manière dont les choses sont menées. Donc, chaque fois, on a vu les femmes réclamer l'avortement. Ouais. Bien sûr. Voilà les mouvements. Jusqu'à présent. On a vu, on doit donc voir les femmes, encore que celles-ci, d'après les premières enquêtes de Maître Fous, elles devaient être enceintes. C'est moi. Donc, on devait voir les femmes comprendre. Leur problème, c'est de déstabiliser le foyer. Non, quand on veut dire l'acceptation de la femme, quelle veut la femme dans la société? Et justement, la femme africaine, c'est à ce moment-ci qu'elle parlait. Voilà. C'est à ce moment-ci, Non, mais écoutez, quand elle était restée dans si Kawala fait une descente en disant, où sont les femmes? Où sont les pères des filles? Mais non, Dominique Audrey. Mais non, Dominique Audrey, quoi? Permettez, non. Les pères des filles laissez ont les saisi émotions. la justice. Non, laissons les émotions. parlez Non, d'émotions, laissons ce les ne sont pas des émotions. émotions. Restons Vous ne pouvez raisonnables. pas parler. Non, restons Vous ne raisonnables. pouvez pas- Permettez, Ok, permettez, quand je je pose veux la parler, question. c'est qu'on reste Non, je pose la raisonnable. question. Laissons les émotions. Raisonnons. C'est très important. J'ai perdu ma Alors, raison. vous parlez justement des pères de ces enfants. Oui. Où sont les pères de ces enfants? Oui. Alors, n'ont-ils pas fait ce qu'ils pouvaient faire en tant que père, en tant que chef de famille? Maître Les du femmes- sperme. Non, vous demandez. Oui. Non, mais attends, Dominique, sois un peu sérieux. Le Vous débat. pensez Non, que non, mais non, le débat est non, tronqué. non, Le non, ça débat est c'est pas tronqué. normal. Le Le débat est débat tronqué. est non, tronqué non, depuis le non, départ. non, On non. ne peut pas parler Vous avez- de la Permettez. mort d'une jeune Non, femme. On est en train de permettez, parler Dominique. de ce que Karine des Santia, femmes. permettez. Les gens nous regardent, soyons raisonnables. Vous n'avez quand même pas dit qu'en mettant du sperme, c'est pas comme si vous insultez le papa de cette fille. Non, on ne permet pas. Oui. Vous Que êtes en train font- d'insulter sa mère. Sa mère. Que On font... ne peut Non, pas attendez, partir. non. Que font les associations de femmes? parle Voilà pas la des question. On ne parle pas des parents. Les parents ont fait ce qu'ils avaient à faire en tant que parents et ils ont éduqué leur fille comme il Permettez-moi fallait de faire. vous répondre, monsieur. Parlez-nous des associations. Monsieur Mbachou. Je ne vais pas vous parler des associations. On ne peut pas partir de la mort d'une jeune femme et vous venez nous dire que oh, les femmes sont dans la déstabilisation des foyers, machin. C'est une fille qui a été perdue par sa famille. Et dans cette famille, il y a des hommes. Et les hommes ont des enfants. Où sont des hommes qui sont donc montés au créneau pour dire qu'on ne veut plus que nos filles soient tuées par des Ah hommes? ben Vous non. nous racontez Ok, quoi? le Ne débat est mélangez tronqué. pas les Non, choses. non, non. Les Le histoires débat du est jour tronqué. ici n'ont rien à voir avec la Non, mort de non, cette non, jeune Dominique, femme. non, Dominique. Respectez Dominique. la douleur de ses parents. On a du Vous respect. êtes en train de fouler au pied Non, on a du respect. Non, cette on a histoire. seulement- on a du Vraiment, respect. On a du respect ne mettez pour pas vous. ça sur le dos des femmes. Non. Il y a des femmes qui La se sont question est exprimées. posée. Je l'ai posée il y a pratiquement 3 semaines, un mois ici. Vous avez fait Que quoi, font les vous-même, femmes? Monsieur Ngachou, Monsieur- qu'est-ce que vous avez fait? Je suis homme, si vous voulez. Et Oui, quand vous vous êtes avez- là, Permettez, je vous réponds. Je suis homme, je suis là avec Charles Malmel, Bon Benga. Nous sommes des hommes sur ce plateau. Nous décrions la Et nous, situation. on fait comment? Mais on vous parle des associations des femmes. On ne parle pas de vous individuellement. Ok. On parle des Les associations. associations des Que font hommes, les des associations hommes des femmes? maltraités. Ils Je sont... peux vous Très répondre bien. une fois Où sont encore, les femmes? Monsieur. Pas de monsieur. vous individuellement. On va laisser le cas de Lydienne. Oui. Laissons le cas de Lydienne, prenons le cas du Nozo. Lorsque les femmes de la base se sont déshabillées pour marcher par rapport à ça, qu'est-ce qu'on leur a fait? Et c'était des hommes qui disaient qu'elles sont des prostituées. Attendez, arrêtez. sont les- Oh là là. C'est Arrêtez, lorsque- Karine. On est là pour lorsque- éduquer les masses quand même. lorsque- Non, 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 Les non. femmes Faut pas dire aussi. ça. Sont aussi Lorsque des femmes. Il y a- lorsque les mamans se sont mises à pleurer ici, toujours Les femmes étaient au assises à Nozo, même le à sol. même le sol, En avec novembre le- 2018. le roi des herbes. Qu'est-ce qui a été Aboya fait? et à Bamenda. Oui. Vous voulez quoi? Que les femmes marchent dans la rue, c'est ça? Parce que dites, association, aller dans la rue. Ce que vous dites, je trouve que c'est déplacé. Merci. Honnêtement, je trouve que c'est déplacé. Merci. Ne faites Permettez. pas une fixette sur les associations Monsieur, alors que On les hommes attend. ont On des les choses attend. à faire. Non, là, on les attend, Monsieur justement. Michel. Charles C'est Amel, une rapidement. histoire de tout Non, un on a pays très peu et non de des temps. On a associations. très peu de temps. On a très peu de temps. J'aurais bien voulu qu'on aille plus loin. Donnons la parole à Constilamine qui nous retrouve à nouveau avec le concept Salaka. Constilamine. Alors merci Michel Gachou de me passer une fois de plus la parole sur le plan commercial de ce jeudi matin. Alors à ces auditeurs, à ces téléspectateurs, je leur rappelle que vous avez encore 2 jours. Oui, je dis bien 2 jours pour bénéficier d'une double réduction du côté du magasin 1001 tapis. Cette double réduction a été lancée le 20 août dernier à l'occasion de la célébration de mon anniversaire. Je l'ai fait pendant pratiquement 10 jours. Vous aviez été nombreux à demander la prolongation. Je l'ai fait pour vous. Et cette prolongation s'achève demain, vendredi 11 septembre 2020. Il sera exactement 18h sur le ciel du magasin 1001 tapis, heure à laquelle nous allons mettre la clé sous le paillasson pour ce qui est de la double réduction du côté du magasin 1001 tapis. Mais je rappelle que
toutes nos marchandises restent toujours en promotion parce que ce que nous vendons au magasin 1001 Tapis, que ce soit les correcteurs de posture, que ce soit les languettes médicales, que ce soit le Early Up, tous ces articles-là sont toujours en promotion au magasin 1001 Tapis de lundi à samedi, de janvier à décembre. Mais de temps en temps, nous faisons des doubles réductions, question de récompenser nos clients. Et je rappelle également aux téléspectateurs, acheter un article, c'est bien, mais l'acheter au magasin 1001 Tapis, c'est encore mieux. Nous allons tout de suite rappeler à tous nos téléspectateurs qui se connectent à l'instant que vous avez de retour au magasin 1001 Tapis la pommade contre les hémorroïdes. Oui, vous en souffrez, vous connaissez quelqu'un qui en souffre, alors plus besoin de prendre n'importe quoi, plus besoin d'acheter n'importe quoi. Venez au magasin 1001 Tapis, vous avez la solution parce que cette pommade a permis à plus d'une personne de retrouver le sourire, raison pour laquelle nous la vendons énormément. On a eu une rupture de stock, mais ça fait pratiquement 24 heures qu'on a un arrivage du côté du magasin 1001 Tapis. Donc, commandez dès à présent votre pommade contre les hémorroïdes. À côté, bien sûr, de cette pommade, il y a également le correcteur de posture que j'aime bien appeler correcta de posta. Yes, they call them say, correcta de posta. Donc, any man where you see me just now, you need a bat for your dos, you need a bat for your neck, you need a bat for your épaule. Just come take your correcta de posta. You get them from magasin 1001 Tapis for 10,000 francs. Donc, any man must get correcta de posta. Chacun devrait l'avoir, même ceux qui n'ont pas encore mal au dos, même ceux qui n'ont pas mal aux épaules, parce que ce correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Le prix normal de ce correcteur de posture en matière de promotion est de 10 000 francs. Le prix de la double réduction jusqu'à demain vendredi est de 9 500 francs. Votre correcteur de posture, que ce soit la couleur blanche, que ce soit la couleur noire, que ce soit la taille L, la taille M, la taille XL, toutes ces tailles sont vendues jusqu'à demain, vendredi, à 9 500 francs. Et cette offre est également valable sur les languettes médicales qui coûtent d'habitude 6 500 francs. Vous les avez à 6 000. Les Early Up, cet appareil qui permet de nettoyer les oreilles, qui coûte 7 500 francs. Vous l'avez jusqu'à demain, vendredi, à 7 000. Et n'oubliez pas que le magasin 1001 Tapis est situé en plein cœur de Douala. C'est au Cameroun, en face du Palais d'Ika. Les numéros de téléphone, vous les avez. Nous livrons dans tout le Cameroun. Quelle que soit la ville, quel que soit le village, quel que soit le quartier, pas besoin de se déplacer. Restez à la maison et commandez votre pommade contre les hémorroïdes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous, madame, monsieur, merci Chala Membachou, Karine Sontiam, Bonbon Bengan et Dominique Audrey Oyengelek. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h, je sais pas, il est midi, moi j'ai faim. Vous n'avez pas faim, vous? Ben moi je vous invite de manger. Allez, tout le monde. Allez, à demain, 10h.